Madame, monsieur, bonsoir. Le divorce se définit comme une rupture d'une relation de mariage entre deux personnes, à savoir l'homme et la femme. Des sources révèlent que sur 10 mariages célébrés au cours d'une année, 4 connaissent des ruptures pour plusieurs raisons. On parle alors de l'infidélité, l'abandon de foyer et surtout l'incompatibilité d'humeur, qui sont donc des sujets évoqués et qui poussent donc au divorce selon certains experts. Le plus difficile reste donc la gestion de l'après-divorce et c'est d'ailleurs ça le nœud du problème. Alors ce soir, le thème porte sur le divorce et les coulisses. Donc il est question de parler de ces sujets avec des experts qui seront là en deuxième partie. Mais avant de leur donner la parole, nous allons recevoir en première partie une victime qui va nous parler notamment des coulisses de son divorce. Elle a passé 2 ans de mariage. Est-ce que c'était facile ou pas facile? De toute façon, nous allons découvrir dans un instant. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Catherine Etondé est donc notre invitée. Bonsoir Cathy. Bonsoir Flavien. Quand je dis Cathy, ça vous rappelle quoi? Je vais passer mon prénom, c'est mon petit nom. Qui vous appelez comme ça? Tout le monde, mon ex-mari aussi. Voilà. Alors, vous avez passé 2 ans de mariage. Oui. Et vous êtes aujourd'hui divorcé. Ça fait plusieurs années, Oui. environ une dizaine d'années. Oui, je me suis mariée en 1996. Nous nous sommes séparés en 1998. Et en 2010, j'ai eu la grosse. 2 ans de mariage seulement. Oui. Pourquoi? Parce que ça n'a pas marché, on ne s'entendait pas. De façon explicite, c'était quoi le problème? Bon, je pense que le premier problème était le manque de maturité parce que vu la façon dont nous avons géré le divorce, on était un peu plus mûrs, si bien que ça ne nous a pas laissé de séquelles. Mais comme on n'était pas suffisamment mûrs, on a pensé on a peut-être pensé à tort qu'il y avait incompatibilité d'humeur. On ne se supportait pas, pour un oui ou pour un non, on se disputait. Et bon, c'est comme ça qu'on a fini par se séparer. Mais avant le mariage, la vie était belle, non? Comme d'habitude. Vous savez, pendant les fiançailles, tout est beau, les fiancés s'arrangent à se voir sous leur vrai jour. Ils s'entendent bien, ils ont même envie de se voir. Mais après le mariage, si on n'est pas mieux, la phase de la passion passée, comme les experts appellent la phase de démystification. C'est la phase la plus difficile et beaucoup de couples ne traversent pas cette étape. Nous aussi, nous n'avons pas pu la traverser parce qu'on découvre son conjoint. Moi, mon ex-mari, c'est quelqu'un qui est super sympa. Il est toujours sympa. Et puis, il était très proche de moi. On se voyait régulièrement. Il venait tout le temps me voir et ainsi de suite. Mais quand on s'est mariés, il a fallu être médecin de son état. C'est vrai qu'il avait beaucoup de choses à faire. Avec le recul, j'ai l'impression que je ne comprenais pas ça. Il avait des malades, il était toujours avec les femmes, et ainsi de suite. Ça nous posait beaucoup de problèmes. Alors, bien avant le mariage, je voudrais qu'on reste un peu dans les premiers jours, les premiers mois de votre rencontre. Est-ce que vous avez passé combien de temps d'abord, avant le mariage? Un an, 2 ans, 2 mois? Non, je crois qu'on a fait 1 mois, je ne me rappelle plus exactement. Peut-être on a fait 1 an ou moins d'1 an. Après la rencontre? Oui, après la rencontre, oui. Oui. C'est allé trop vite? Peut-être, oui. Peut-être, ça dépend. Il y a des gens qui se marient 3 mois après la rencontre et puis qui continuent à rester ensemble, qui passent 20 ans, 30 ans ensemble. Donc je ne sais pas si on est allé trop vite. Oui, vous avez passé beaucoup de temps, ou alors peu de temps avant le mariage, c'était, ou tout au moins la vie était rose. Oui, peut-être qu'on n'a pas pris le temps de se connaître aussi. De mûrir votre idée. Je pense, oui. Je pense qu'on n'a pas eu le temps de se connaître. Mais moi, je pense qu'on n'était pas très mûrs, on n'était pas préparés à certaines situations. Parce que quand je vois les raisons pour lesquelles on se disputait, moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, si je me marie, je vais me disputer avec mon mari pour les mêmes raisons. Les raisons, c'était quoi, par exemple? Bon, peut-être qu'il arrivait que j'arrive, je parte le voir au bureau, je ne supportais pas les malades femmes, et puis ce que les amis me racontaient, on l'a vu avec tel, on l'a encore vu avec tel autre, et tout ça. Il est vrai que quand je me mariais, les mamans et mes amis me disaient que j'ai fait le premier choix, parce que c'était... un bel homme. Oui. Mon ex-mari, c'est un bel homme. Et puis, il était plein de vie. Il avait un bon métier.
et ainsi de suite. C'était un bon parti. Forcément, il attirait beaucoup de gens. Là, ce volet-là, on n'a pas pu le gérer. Peut-être qu'il ne m'a pas compris aussi, parce que je revendiquais certaines choses, je lui repoussais certaines choses. C'est vrai qu'il y avait aussi des choses réelles que je vivais, hein, parce que les femmes couraient effectivement beaucoup après lui. Alors, avant le mariage, est-ce que vous aviez quand même des moments de causerie? Qu'est-ce que vous vous disiez avant, pendant cette période-là, durant cette période? Est-ce que revenait le mot mariage dans les causeries? Oui, il a été clair dès le départ. Il voulait se marier. Et moi aussi, je voulais me marier. Bon, on peut évidemment parler du mariage. Je ne pense pas que on s'est attardé sur certaines choses, les problèmes qu'on pouvait avoir après le mariage. On ne s'était pas attardé dessus. C'est pour ça que je me dis que peut-être qu'on n'a pas eu le temps de mûrir notre mariage. Et peut-être précipité, lorsqu'il vient vous faire la proposition, il dit qu'il veut se marier, qu'il voudrait vous épouser, oui. Est-ce que vous êtes prête en ce moment-là? Oui, bien sûr. Il vous fait la proposition et vous acceptez. Oui, oui. Vous étiez prête déjà pour le mariage? Je ne sais pas, peut-être. Parce que je voulais me marier. Vous avez vu un bel homme, un monsieur bien. Vous êtes tombé sous le coup de son charme, c'est ça? Peut-être, peut-être oui. Et vous avez accepté sa proposition? Oui. Sans trop réfléchir? Oui. La preuve en est que ça n'a pas marché. Si on avait réfléchi un peu plus, peut-être qu'on allait, discuter davantage sur l'après-mariage. Parce que, en fait, le mariage, ce n'est pas le jour du mariage. On a fait un très beau mariage, tous nos invités étaient contents, on a bien dansé, et ainsi de suite. Mais on n'a pas pensé aux problèmes qu'on devait avoir après le mariage. Je ne me rappelle pas qu'on ait parlé de ça. Je ne me rappelle pas du tout. Par contre, il faut qu'on parle de ça avant le mariage. Il faut qu'on apprenne à se connaître. Il faut que chacun essaye de voir, pas seulement... Est-ce que vous avez rencontré vos parents avant de prendre la décision? Oui. Vous avez dit à vos parents que vous allez vous marier. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Bon, mon père, un homme mieux, c'est vrai que... Il m'a dit, la tête de ce monsieur ne me revient pas. Peut-être qu'il trouvait que... Il a eu des doutes? Oui, mon père avait eu des doutes à l'époque. Mais... Il vous a dit, c'est pas l'homme de votre vie? Il m'a demandé de réfléchir quand même un peu. Je n'ai pas tenu compte. Vous étiez déjà emballé? Voilà, je n'ai pas tenu compte de ça. De son côté, tout était clair, quoi. Apparemment, oui, il n'y avait pas de problème, puisque le jour du mariage, sa famille était très contente. Donc, je ne sais pas ce qu'ils en pensaient, on n'en a jamais parlé. Vous avez rencontré un homme de Dieu, je voudrais dire un prêtre ou un pasteur, par exemple, avant? Non. Vous n'avez pas pensé à ça? Non. Mais vous saviez quand même qu'avant de se marier, il faut consulter toutes ces puissances ou ces personnalités avant de prendre la décision? Oui, bon, c'est vrai que moi je suis très croyante, je savais ce que la Bible disait à propos du mariage. Bon, je ne connaissais pas la pratique, hein, la théorie de ce que la Bible nous demandait. Elle disait quoi? La Bible dit quoi? La femme doit être soumise à son mari, le mari doit aimer sa femme, et les deux doivent former une seule chair, ils doivent s'aimer, et ainsi de suite. Donc la théorie, je la connaissais parfaitement. Mais il faut dire qu'entre la théorie et la pratique, parfois il y a un chemin. Hein, et c'est ce chemin-là qui nous a rattrapés. Alors, dites-nous, du moment où vous vous mariez, quand vous prenez la décision de vous mettre ensemble, finalement, vous allez voir le maire, il signe l'acte, vous êtes désormais mariés. Est-ce qu'il y a eu un changement entre avant le mariage et pendant le mariage? Qu'est-ce qui avait changé? Qu'est-ce qui ne marchait plus? Qu'est-ce qui ne faisait plus ou qu'est-ce que vous ne faisiez plus? Oui, il y a eu quand même un changement parce que bon, les sorties, comme on dit au quartier, hein, excusez-moi du terme, on dit souvent qu'il était trop chaud gars. Il était tout le temps parti, il avait toute la compagnie féminine. Et bon, ça nous éloignait parce que je ne supportais pas ça. Et puis les femmes étaient tout le temps autour de lui, oui. Et puis il y en a qui voulaient vraiment, qui le disaient, hein, qu'elles vont prendre ma place et tout. Elle vous le disait? Il y a une qui l'a dit ouvertement, elle me l'a presque dit. Donc, et puis elle s'arrangeait à parler aux gens qui étaient autour de moi. J'avoue que peut-être que c'était une erreur aussi d'écouter ces personnes.
parce que j'étais toujours au courant de tout ce qu'il faisait. Les ragots, les gens qui fabriquaient les histoires. Voilà, est-ce que c'était vrai, c'était pas vrai? Je ne peux pas dire que tout ce qu'on me disait était forcément vrai, puisque après, quand on s'est séparés, les mêmes personnes venaient me raconter les mêmes histoires. Et comme ça m'amusait, elles ne m'ont plus jamais parlé de lui. Donc, les problèmes, les histoires qui m'énervaient avant, quand on s'est séparés, parce qu'il a décidé de baisser les bras, hein, si on n'aura plus jamais les problèmes. Si tu penses que tu as raison, je te donne raison. Oui, avant cette étape-là, avant de dire, bon, ok, je ne m'intéresse plus à ce que vous faites, est-ce que, pendant qu'on venait vous raconter ça, vous gardiez tout ça, et lorsqu'il revenait le soir à la maison, oh là là, moi je suis le genre qui j'aime bien dire ce que je pense. Alors, voilà, je le lui rappelais. Tout ce qu'on me disait, tout ce que je connaissais. Et puis quand je le voyais, je le retrouvais au bureau avec les personnes, je me manifestais. Et parfois violemment. En faisant quoi concrètement? Dites-nous un peu. Il arrivait qu'on bagarre, hein, devant une malade, oui. Donc, c'est vous dire que à quel point on n'était pas mieux. Vous l'aimiez beaucoup? Peut-être oui, puis j'étais trop jeune. Bon, est-ce que c'était la passion, est-ce que c'était l'amour? Je ne peux plus le dire aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui a donc créé ou qui a suscité l'idée du divorce? Bon, plus d'une fois. Quand on avait des petits problèmes, je lui disais, ok, reste chez toi, je m'en vais. Et la première fois, il est venu me chercher. La deuxième fois, je crois que la troisième fois, il était question qu'on se retrouve en famille. Mon père nous avait appelés. Et le jour du rendez-vous, il m'a donc apporté la convocation. Lucie est venu me laisser la convocation pour le tribunal. Et c'est comme ça que... Je voudrais comprendre, durant les 2 ans, est-ce qu'il y a eu 1 an d'affilée, il y avait constamment des petits problèmes de jalousie, jusqu'à ce qu'il prenne sur lui de vous remettre la convocation après une rencontre prévue organisée par les parents? Oui. Il y avait des petits problèmes de jalousie, il y avait d'autres problèmes. Hein. Qui faisait plus la jalousie, vous ou lui? C'est moi. Lui, il n'avait aucune raison de faire la jalousie. Elle vous disait que c'est pour le travail qu'il sort, qu'il rencontre les gens. Non, vous n'avez pas pensé à ça aussi? Parfois je pensais à ça, parfois je pensais pas. Mais je pense que de son côté, il aurait pu m'expliquer un certain nombre de choses quand même pour me calmer. Donc lui aussi, il n'a pas fait d'effort de ce côté-là. Parce que lui, il reconnaît aussi que si on avait pris le temps de discuter, de s'asseoir, de communiquer, on n'aurait pas divorcé. Donc ça veut dire que tous les deux, on n'a pas fait beaucoup d'efforts. Hein. Peut-être qu'on n'a pas eu le temps de le faire, puisqu'il est parti très vite au tribunal. Alors, en 2 ans, vous avez passé combien de moments, peut-être vous ne pouvez pas évaluer, mais vous pouvez nous dire à peu près combien de moments de joie vous avez passé ensemble? Je crois 6 mois. Hein. De problèmes que de jeux de... Oui, peut-être que les moments de bonheur, on dirait peut-être 6 mois. Après, c'était un coup on s'entendait, après on ne s'entendait pas, on était ensemble, on n'était pas ensemble, et ainsi de suite. Alors, quand il vous a dit il fallait mettre un terme à la relation? Oui, c'est vrai que ça a été extrêmement dur. La rupture, ce n'est pas une bonne chose. Hein. C'était très pénible. Donc, je suis rentrée chez mes parents, j'étais très malade. Et j'avais vraiment maigri. Je n'étais pas bien du tout. Et lui, il savait qu'en partant chez mon père, il savait que j'étais malade. Et j'étais même hospitalisée dans une clinique dans laquelle il travaillait. Je suis partie. Et puis, il s'en foutait. Donc là, cette période-là a été très difficile. Et lorsque vous annoncez la séparation, qu'est-ce que votre papa a dit? Puisqu'il vous avait déjà dit auparavant de voir clair sur sa situation. Bon, mon père m'a dit, comme tu es revenu de toi-même, c'est tant mieux. Il y a de la place. Donc, mon père, je ne sais pas si ça l'arrangeait. Bon, parce que le divorce, c'est quand même un échec. Et c'est pas bien.
c'est pas bien pour la famille. Mais comme il prévoyait un peu que ça pourrait arriver, il s'est dit, si on ne s'est pas entendu, si je ne suis pas bien là-bas, autant rester chez nous. Est-ce que vous vous attendiez à ça, au divorce? Non, j'avoue que malgré les problèmes qu'on avait, moi, honnêtement, au départ, je ne voulais pas divorcer et je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas, mais la solution, on ne l'avait pas. Si on avait la solution, on aurait peut-être pu faire quelque chose. Mais ni lui ni moi, personne n'avait la solution parce que on était les gens, si tu me fais, je laisse pas, hein, oui. Tu me gifles, je te gifle. Oui, sauf que moi, je n'avais pas la même moralité que lui. Donc, moi, j'étais toujours en train de vouloir le récupérer, toujours en train de lui dire, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas, ça c'est pas bien, je ne suis pas d'accord et tout. Mais, à mon âge maintenant, je sais qu'il ne faut pas aussi être trop critique. Alors, il n'a pas pu supporter tout ça, tout ce que vous faisiez oui, avant, oui, toute oui, cette oui, violence, oui, la oui. verbale Oui, la critique tout le temps, tu ne fais pas bien, tu es toujours avec tel, tu es avec tel autre, et ainsi de suite. Je n'avais pas forcément tort de le lui rappeler. Mais est-ce que c'était la meilleure façon de le ramener? Je ne sais pas. Ça, c'est le raisonnement d'aujourd'hui que vous voulez... C'est le raisonnement d'aujourd'hui. Alors, vous vous mariez en 1996 et en 1998, vous vous séparez. Et à quel moment vous recevez la lettre du divorce? Vous vous rendez compte véritablement que vous n'êtes plus ensemble? Là, c'était en 2010, parce que de 98 à début 2010, il arrivait qu'on se voit. Hein. Quand on se voyait, on se parlait très bien. Seulement? Très bien. Quand je le voyais, je le rencontrais, je discutais très bien avec lui. Et puis, comme il est médecin, il m'a rendu des services. Quand j'avais un malade, je lui disais, va voir tel. Il ne discutait pas. Il ne m'a pas dérangé, je ne l'ai pas dérangé. Je le considère comme, pas comme un ami, hein, mais comme mon frère. Donc, en 2010, il perd sa mère. Et comme je m'entends très bien avec sa famille, l'une de ses sœurs et moi, nous nous sommes retrouvés à un enterrement. Et elle me dit, voilà, ta belle-mère est décédée. On l'a enterrée la semaine dernière. Et après l'enterrement de ma cousine, je suis allée directement le voir. On a bien discuté comme d'habitude. Bon, on se voyait souvent par hasard. Mais là, je suis allée le voir chez lui. Et puis après la discussion, je lui ai dit, voilà, si tu as la gosse, tu peux me la remettre. Il me dit, ok, il n'y a pas de problème. Il est entré dans la maison, il a pris la gosse, il me dit, allons faire la photocopie. Quand il a fait la photocopie, il me l'a remise, il me dit, bon, ben, tu vois, si on était mieux, si on avait bien réfléchi, on n'aurait pas divorcé. Je lui ai dit que je crois aussi qu'on n'aurait pas divorcé, mais maintenant, on est suffisamment mieux, on peut faire des efforts à l'avenir. Si chacun de nous se marie, il sait déjà à quoi s'en tenir. Alors, entre 1998 et 2010, il ne vous est pas arrivé de revoir un peu votre façon de faire, de dire, bon, nous sommes en train de vouloir commettre une bêtise, on peut reculer et repartir sur de nouvelles bases? Oui, en fait, je ne voulais plus être mariée. On avait connu tellement de choses que j'avais déjà accepté qu'on se sépare. Je voulais que le divorce se passe le plus calmement possible parce que le mariage a été lourd. Donc, il m'est même arrivé parce que je connaissais un juge ici. Un jour, je ne voulais pas rester dans l'incertitude. Hein. On est marié, on n'est pas marié. Je ne voulais pas ça. Donc, comme je connaissais un juge, je suis allée le voir. Je lui ai dit que je suis au tribunal avec mon ex-mari. Je ne me suis jamais présentée, mais est-ce qu'il y a moyen de faire un divorce à l'amiable? Il m'a dit que ça n'existe pas. Mais la façon dont je lui explique, ça veut dire qu'on peut bien s'entendre. Donc, il faut seulement qu'on se remette ensemble. Parce que je ne faisais pas de repos, je ne disais pas des choses méchantes et ainsi de suite. Mais j'avais déjà accepté la séparation. Et puis, je m'étais préparée au divorce. Donc, je ne pensais pas qu'on pouvait se remettre ensemble. Et lorsque vous recevez donc la grosse, vous dites c'est terminé? Oui, c'était... Mais vous n'êtes pas allé au tribunal parce que j'imagine qu'on ne va pas prononcer le divorce sans les deux partenaires. Je ne sais pas comment il s'est débrouillé, mais moi, je lui avais dit, je ne veux pas raconter sa vie au tribunal, je ne veux pas le salir, qu'il raconte n'importe quoi. Ce que j'attends, c'est qu'il me donne la gosse, c'est comme ça que ça s'est passé. Je n'ai jamais rien dit. Et je lui avais promis que je
Je ne vais pas lire ce qui est écrit dans la grosse. Je vais dire, donne-moi juste pour que j'ai la certitude que on a vraiment divorcé. Oh. Alors, comment vous avez pris cela et comment vous gérez le divorce depuis cette période? Vous vivez comment? Vous ne constatez pas qu'il y a quelqu'un qui vous manque ou vous êtes un peu amorti? Non, son absence ne vous dit rien? Non, parce que je ressemble à quelqu'un qui est malheureux. Non, parce que j'ai des activités. Comme je travaille dans le social, je rencontre tellement de cas. Et puis, je me suis préparée. Je suis passée à autre chose. Je fais des choses qui... Aussi facilement? Non, ce n'était pas facile, mais progressivement. Comme je ne voulais pas avoir les problèmes de divorce. Vous savez, j'ai vu les gens, des familles se déchirer après le divorce, les parents, les amis, et ainsi de suite. Je ne pouvais pas supporter ça. Donc moi, je me suis préparée, je me suis dit, bon, je mets toutes les chances de mon côté pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc, progressivement, je suis passée à autre chose. Et après, je me suis habituée. Je fais un travail qui m'intéresse beaucoup. Je rencontre les cas de divorce, je donne des conseils aux gens dans le cadre de mon travail. J'ai, par exemple, eu un problème dans ma vie, j'ai un seul enfant. Et je suis très heureuse de me retrouver avec beaucoup d'enfants adoptifs que j'ai eu dans le cadre du travail. Et ça me fait plaisir. Et vous savez, le milieu professionnel est parfois rude, parfois violent. Si on se met aussi le poids du divorce, de l'après-divorce dessus, non, là, je n'ai pas assez de force pour supporter ça. Mais je me sens bien. C'est pour ça que quand on m'a invité, je me suis dit, bon, moi, je n'ai pas de séquelles, hein, je ne suis peut-être pas la bonne personne. Est-ce que lorsque vous marchez là, par exemple, vous rencontrez un monsieur qui vous dit des mots durs, vous ne pensez pas, vous ne regrettez pas avoir quitté votre mari? Il dit, s'il avait été là, je n'aurais pas dû rencontrer ce genre de choses. Bon, il faut dire que quand je suis dans les relations publiques, hein, à un certain moment donné, j'étais victime de harcèlement. Il y a quelques années, il y a peut-être 4 ou 5 ans. C'est mon ex-mari que je suis allée voir. Je lui ai dit, vraiment, ça commence à être pénible dans le travail. J'ai eu tel problème, j'ai eu tel autre. Il m'a d'abord dit, j'apprécie beaucoup ta moralité. Et il faut que tu tiennes. Et il m'a dit, si tu veux, moi je t'autorise à porter mon nom. Comme ça, si tu as un problème, je peux intervenir. Bon, après, ça s'est calmé et puis on a pu parler de ça. Vous vous avez dit quoi? C'était un piège? Le fait de vous proposer de porter son nom à nouveau? Oui, bon, ça allait faire. Avant, j'avais son nom, après j'ai changé, après il faut encore reprendre son nom. Bon, ça n'allait pas faire sérieux. Alors, s'il fallait faire retour en arrière, ce serait avec lui? Bon, maintenant, s'il faut que je me marie, je suis mûre, hein? Je vais choisir le mari qu'il me faut. Et puis, on va bien discuter à l'avance. Je connais déjà les problèmes qu'on a après le mariage. On va prendre des dispositions pour que ça n'arrive pas. Et je ne peux pas dire que c'est avec lui parce qu'il a sa vie, il est certainement marié quelque part. Je n'en sais rien. Donc, depuis, on n'a pas parlé de ça. On est comme frères et sœurs. Et si c'est lui qui vous faisait la proposition? Non, là, je vous dis honnêtement, je le considère comme mon frère. Là, non. De toute façon, il ne m'a jamais fait la proposition. Donc, et si ça arrivait? Là, je ne peux pas savoir, c'est passé. Vous êtes prête à reprendre avec lui, apparemment? Non, pas du tout. Alors, pas du tout. Parce que je trouve qu'on est très bien comme ça. On n'a pas pu gérer le mariage. Mais par contre, le divorce, on l'a bien géré. Moi, je vais vous dire, par exemple, un jour, un monsieur vient me voir, un de mes frères du village, il vient me voir avant 6 h du matin. Il me dit, Cathy, mon beau-frère est très malade, il faut qu'on l'opère aujourd'hui. Et je lui ai donné, j'ai pris ma carte de visite, je lui ai fait un mot. Il est allé voir mon ex-mari, il a opéré ce monsieur le lendemain et il a été très bien suivi. Donc, si on était mariés, je n'allais peut-être pas avoir le privilège de m'occuper de ce monsieur comme ça. C'est quelqu'un qui est prêt à me rendre des services. Bon, je ne le vois pas tout le temps, mais je suis sûre que si je vais auprès de lui, il va me rendre service parce qu'il n'a pas de problème, on n'a aucun problème. Donc, voilà. Merci Cathy, merci d'être venue partager avec les téléspectateurs votre expérience.
Est-ce que vous pensez qu'après le divorce, il faut se morfondre ou alors il faut passer à autre chose? Non, il ne faut jamais s'apitoyer sur son sort. On peut avoir d'autres problèmes. Hein. Moi, dans le cadre de mes activités professionnelles, j'ai souvent des problèmes. Il y a des moments où ça ne va pas du tout. Je pense que quand on a un problème, on cherche la solution. Après le divorce, il ne faut pas se confondre. Il faut chercher à s'en sortir. Et bon, en s'apitoyant sur son sort, on se retrouve en fait, surtout les femmes. Les femmes sont souvent fragiles. Bon, les hommes ne montrent pas trop cette face-là. Ils ont ce qu'on appelle les femmes Kleenex, et puis pour choquer leurs femmes et tout ça. Et puis nous, on tombe dans ce piège. On se dit, voilà, lui, il est bien avec l'autre. En attendant, moi, je suis malheureuse. C'est que... Chez vous, ce n'est pas le cas? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, les femmes vous regardent, quel est le conseil que vous donnez aux femmes? Ou alors à tous ceux qui veulent se marier et qui ont l'intention de se marier, qu'est-ce que vous leur dites? Vous êtes aujourd'hui divorcé 2 ans, enfin vous avez fait 2 ans de mariage, vous êtes divorcé depuis très longtemps. Oui. Et vous avez une association que vous gérez, vous parlez de santé et éducation, oui. Et vous rencontrez des femmes, vous leur donnez des conseils. Qu'est-ce que vous leur dites souvent? Bon, celles qui sont mariées, je ne leur conseille pas de divorcer. Je me rappelle que j'ai eu une amie qui est mariée, elle avait des petits soucis avec son mari. Et puis un jour, je lui ai dit, si j'avais la maturité que j'ai maintenant, je n'aurais jamais divorcé. Quelques années après, elle me l'a répété. Elle me dit, je suis restée avec mon mari parce que tu m'as dit telle chose. Donc, je pense que quand on a des problèmes dans son foyer, il faut rester calme. Il ne faut pas être trop critique. La meilleure façon de résoudre les problèmes, le meilleur moment de résoudre les problèmes, c'est quand on est calme, quelle que soit la situation qui arrive. Bon, les femmes qui veulent se marier, moi je leur demande de prendre le temps, hein, qu'elles prennent le temps de connaître leur mari, qu'elles sachent qu'après le mariage, ils vont se découvrir. Et puis, forcément, ils auront des problèmes, la vie ne sera pas toujours rose. Donc, et qu'elles demandent des conseils. Je rappelle que vous vous appelez Catherine Etondé et que vous êtes femme divorcée. Oui. Ça vous dérange pas quand on vous appelle ou quand on vous donne ce qualificatif-là? Bon, c'est pas très intéressant, mais bon, je le suis. Et vous n'avez pas l'intention de vous remarier? Mais je ne pense pas. S'il faut que je me remarie, je vais me remarier un jour, mais ce n'est pas ma principale préoccupation. Ok. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation et également de venir partager avec nos téléspectateurs votre expérience. J'imagine que ça n'a pas été facile, même si vous le dites avec un peu... Plus de 10 ans sont passés, hein, donc j'ai eu le temps d'oublier. Voilà. Donc merci et bon retour. Vous ne partez pas, nous restons. Je voudrais inviter tous les téléspectateurs et même ceux qui sont avec nous de près ou de loin à regarder un reportage. Avant de recevoir donc nos experts sur ce plateau pour la deuxième partie, nous vous invitons donc à suivre un reportage qui revient sur les coulisses d'une femme divorcée après 2 ans de mariage. Donc des images capturées avec notamment la caméra de Samuel Tufa qui est notamment la tour de contrôle de regard social. Et juste après, les experts seront sur ce plateau pour analyser et même décrypter ce sujet, ce thème du jour. Au revoir. Catherine Etondé, c'est elle. Âgée de 46 ans, Cathy, telle que l'appelait affectueusement son ex-époux, est divorcée après 2 ans de mariage. Toujours souriante, Catherine, que l'équipe de Regard Social a rencontrée alors qu'elle se rendait dans un salon de coiffure, n'a pas refusé de partager son expérience. Malgré son nouveau statut de femme divorcée, Catherine garde toujours son humour et sa beauté. Petite ambiance entre femmes, ça fait du bien dans un salon de coiffure. Mais au fait, qu'est-ce qui a motivé le divorce entre Cathy et son ex-mari? Ça fait tellement longtemps que c'est le souvenir que j'ai effacé de ma tête. Donc moi,
Je ne peux pas dire aujourd'hui qu'est-ce qui s'est exactement passé, parce que c'est l'incompatibilité d'humeur, peut-être un peu de manque de maturité, je peux dire. Oui, quand on s'est rencontrés, on n'avait pas de problème. On s'entendait très bien. Mais après le mariage, généralement, on se découvre. Et quand on se découvre, quand on est jeune, on pense que l'autre a changé. Donc peut-être qu'il ne nous écoute plus beaucoup, peut-être qu'il s'occupe de son travail, peut-être qu'il rentre un peu tard. Et on se dit qu'il ne nous aime pas. Mais c'est pour ça que je dis que le manque de maturité. Peut-être que si on avait un peu plus de maturité, on aurait pu comprendre que bon, c'est pas parce que l'autre est rentré tard ou bien qu'il s'est plus occupé de son travail ou alors qu'il a souri à une dame qu'il ne nous aime pas. Catherine trouve à peine les mots pour partager son expérience. Des minutes après, elle finit par s'éclater. On ne voit plus l'homme toujours heureux qui était avec nous parce que les fiancés s'arrangent à se voir toujours sous leur vrai jour, sous leur beau jour. Donc maintenant, quand on arrive, on se rend compte que monsieur n'a pas l'argent tout le temps et qu'il y a des moments où il a de mauvaise humeur. Et quand il se lève le matin, il n'est pas aussi beau que ça, il est peut-être répugnant et tout. Ce qui peut amener des personnes qui ne sont pas mûres à ne plus se supporter. Mais si on avait un certain âge, on pouvait mieux gérer ça. C'est pour ça que moi je ne conseille pas le divorce. Je me dis, tant que notre vie n'est pas en danger, tant qu'on peut encore communiquer, il faut le faire. Et puis avant de se marier, il faut avoir une certaine maturité. C'est une affaire d'impréparation au mariage, saupoudrée d'esprit de jeunesse, qui est donc à l'origine du divorce, selon Cathy. J'étais très jeune quand je me mariais, si bien que quand mon mari se fâchait, le temps qu'il dit 2 ou 3 mots, j'étais déjà à la porte. Donc, pour rentrer chez mes parents. Il est venu 1 fois, 2 fois. Après, une autre fois, je crois que quand il voulait revenir, il n'était pas parfait non plus. Donc, je ne m'énervais pas pour rien. Bien avant le mariage, tout allait comme sur des roulettes. Les 2 tourtereaux fumaient un parfait amour durant la période de fiançailles. Mais personne ne savait que chacun allait dégager de nouvelles couleurs après le mariage. Le mariage s'est très bien passé. Après la phase de la passion, il y a donc cette phase où on se découvre. Donc, quand il faut qu'on se découvre, maintenant que chacun comprenne, qu'il connaisse l'autre, qu'on découvre ses qualités, ses défauts, ses points forts, ses points faibles. Moi, même si j'avais fait des efforts, peut-être qu'on ne serait pas arrivé là. Si j'avais supporté tel qu'il est, lui aussi, s'il m'avait supporté tel que je suis, on ne serait pas arrivé là. Le divorce est arrivé au moment où on était un peu plus nus. Mais on n'a pas pu revenir en arrière. Mais au moins, ça s'est passé sans bruit, sans aucun problème. Oui, je peux dire que les torts sont partagés. Cathy se marie donc en 1996 et 2 ans plus tard, c'est-à-dire en 1998, il y a séparation après plusieurs plaintes et réconciliations au sein des familles. Ils s'entendent très bien. Moi, quand je vois ma belle famille, on est bien. Certains me disaient même que oh, c'est toi, tu es une bonne femme et tout ça. Parce qu'on a réussi à gérer ça, nous ne les avons pas alarmés. Parce que ce qui arrive souvent, c'est que quand il y a un problème, on implique nos familles et puis chacun cherche à venger son enfant et tout. Ça crée d'énormes problèmes. Moi, si j'avais, par exemple, j'étais allé voir mes parents, tout leur dire, voilà, il se passe telle chose, j'ai besoin de votre secours et tout. Mon ex-mari avait aussi ses parents. Il avait ses frères et sœurs, moi j'avais mes frères et sœurs. Vous imaginez un peu ce que ça donne. Moi, ce qu'on voit au tribunal souvent, c'est que monsieur est là, madame est là. Les 2 familles se regardent comme si, voilà, comme s'ils sont prêts à se faire la guerre. Quand ils sortent, parfois, c'est des disputes. Or, nous, on a su gérer ça, donc nos familles n'ont aucun problème. Mais on ne se cherche pas. Loin des oreilles des parents, le mari de Cathy a pris sur lui de demander le divorce auprès des pouvoirs publics sans l'avis de son épouse. Seulement, Cathy dit n'avoir pas été du tout intéressée par la démarche de son époux. Je lui avais dit, si tu penses que c'est toi qui as raison, je te donne raison, raconte n'importe quoi. Je ne me suis jamais présentée. Et quand je ne sais pas trop comment il a fait. Et quand il a fallu qu'il me remette la grosse, j'ai repris la grosse aussi simplement possible. Je suis allé lui rendre visite après l'enterrement de sa mère. Et puis en discutant, je lui ai dit, si tu as la grosse, tu peux me la remettre. Il a dit ok. Et il me l'a remise.
tout simplement. Elle ne s'est jamais présentée devant le juge pour répondre à une quelconque convocation. Elle avoue avoir tout accepté pour faire simple. Non, c'est trop de tracasseries, vraiment. Moi, je vois comment les gens se séparent. Le mariage, c'était déjà pas facile. Et ici, il fallait encore commencer à aller au tribunal, dire c'est moi qui ai tort, c'est l'autre qui a raison et tout ça. Sur le plan mental, c'est lourd. Moi, c'était trop lourd. Je n'ai pas voulu. Et puis, ça a bien marché. Ça a bien marché. La preuve en est qu'il n'y a pas eu de problème. Je ne connais pas 10 personnes qui ont divorcé et qui l'ont fait aussi calmement, aussi simplement que nous l'avons fait. Y a-t-il eu véritablement problème entre Cathy et son ex-époux? En tout cas, difficile de répondre à cette question. Mais Cathy se souvient néanmoins du motif mentionné sur la grosse qui lui a été remise. Elle raconte son histoire avec une note d'humour. Le motif, c'est que je pense que je lui avais promis de ne pas lire. Donc si je vous dis, je lui ai dit, tu me donnes, je vais classer ça juste pour que... Donc si je vous dis maintenant, le motif va savoir que j'ai lu. Bon, l'un des motifs que j'ai retenu, c'est que je suis partie de la maison, il a essayé de venir me voir, il a amené l'huissier m'a cherché dans toute la maison, j'étais pas là. Vous voyez la jeunesse. C'est ça. Bon, je crois qu'il a mis du temps aussi pour avoir cette grosse. Parce que peut-être qu'au tribunal, on n'a pas compris que les gens qui n'ont aucun problème décident de se séparer. Mais parce que moi, je ne voulais pas du tout, je ne voulais pas de tiraillement. Vraiment. Je vois comment ça se passe. Je connais des familles déchirées, des enfants qui perdent la tête, qui ne font plus de progrès à l'école. Les gens qui sont marqués à vie parce que deux personnes qui s'aiment et qui se connaissent bien peuvent se faire beaucoup de mal parce qu'ils se connaissent très bien. Moi, je ne voulais pas ça. Je ne pouvais pas supporter ça. Le divorce a bel et bien des conséquences, quelle que soit la méthode utilisée. Catherine pense que la vie est un éternel recommencement. Mais dans ce cas d'espèce, ce n'est plus avec le même homme qu'elle devrait le faire. Non, ça par contre, non. Non, je ne pourrais pas répondre. Oui, s'il faut reprendre, je doute fort. Je ne pense pas que ce soit avec lui parce que c'est une page qui a été tournée. Donc là, je ne pense pas. Je ne peux pas dire que je regrette parce que je ne suis pas malheureuse du tout. Mais par contre, si maintenant je dois refaire ma vie, je ne vais plus la refaire comme... Je ne vais plus faire les mêmes erreurs. Mais pour le moment, lui il a sa vie, moi j'ai la mienne. Heureusement qu'on a pu gérer ça comme ça, parce que je vois les divorces, comment ça se passe, comment les gens se détestent toute la vie, et ainsi de suite. Nous, on a eu la chance qu'on n'en est pas arrivé là. Bon, personne, il ne rentre pas dans ma vie privée, je ne rentre pas dans la sienne, je ne sais pas comment il vit, je ne sais pas, je connais pas sa femme, peut-être qu'il est marié, peut-être qu'il n'est pas, je ne sais pas. Voilà un cas de figure. Les causes du divorce sont certainement multiples. Et donc, à chacun de trouver la méthode qui lui semble facile, malgré les conséquences. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, on n'aura aucun problème. S'il veut divorcer, oui, non, pas vraiment un bon débarras. Au début, c'est quand même choquant parce qu'on ne se marie pas pour divorcer. Mais après, on se dit qu'il faut quand même qu'on continue à vivre. Si on doit rester ensemble, on reste ensemble. Si on ne veut pas rester ensemble, on ne va pas se tuer pour ça. Il faut passer à autre chose. Sinon, on va trimballer notre passé comme un boulet. Moi, je ne voulais pas ça. Donc, et même maintenant, je m'en fous. Mais si j'ai un conseil à donner, je dirais que je dirais au couple, à l'homme et à la femme, qu'on doit apprendre à se supporter. Que vous avez regardé, donc un cas qui révèle un peu le divorce, également les coulisses même du divorce, et comme vous le constatez également dans ce reportage, il y a eu quelques éléments qui ont amené l'homme à prendre la décision, et la dame elle a fini par accepter, et ça a été aussi facile, c'est elle qui le dit d'ailleurs. Et nous sommes donc dans le cadre de la deuxième partie avec nos experts qui sont déjà sur ce plateau. Maître Pierre Bobo, bonsoir. Alors, vous êtes avocat au barreau du Cameroun, enseignant-chercheur, vous êtes également écrivain. Oui. Merci. Voilà.
J'ai publié un certain nombre d'ouvrages, une quinzaine à peu près. Voilà, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. En face de vous, il y a Père Jean-Pierre Mukenge Chahi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc professeur de théologie et de christologie au Grand Séminaire de théologie de Kombodol. Oui. Vous êtes également écrivain. Vous avez d'ailleurs des ouvrages sur le mariage. Oui, j'ai fait plusieurs publications et des articles spécialisés, des brochures, il y a pas mal de choses. Vous avez bien d'autres casquettes que je ne voudrais pas révéler ici. Et juste à côté de vous, il y a Dr Guy Parfait Songue. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue, vous êtes également consultant en coaching et développement personnel. En effet. Bon. Merci d'être là également ce soir. Merci. Et à ma droite, bonsoir Dr Jeannette Fosso. Bonsoir. Et voilà, j'ai peut-être enlevé un nom, Wangeng. Wogeng. Voilà. Vous êtes anthropologue et enseignante à l'université de Douala. Merci d'être également là ce soir. Première question à vous, la femme. Après avoir suivi ce reportage, quelle est votre réaction? Qu'est-ce que vous vous dites? Mais bon, c'est vrai que Dame Cathy raconte son histoire avec beaucoup d'humour, ce qui est bien, mais elles ne sont pas nombreuses à avoir réussi leur divorce, comme c'est son cas. Donc tout s'est passé aussi facilement? Oui, si on s'en tient à ce qu'elle nous a relaté, tout s'est plutôt bien passé, contrairement aux autres où c'est parfois beaucoup de déchirures entre les différentes familles. Et les principaux conjoints, y compris les enfants, quand il y en a. Alors, mon père, je peux vous appeler ainsi? C'est comme ça, je suis, effectivement. Voilà. D'accord. Alors, sur le plan religieux, comment analysez-vous cette situation? Une dame et son époux qui se mettent ensemble, 2 ans de mariage seulement, et après, ils décident de se séparer. C'est d'abord un constat d'échec et de tristesse, parce que on ne se marie pas pour divorcer demain, on se marie pour toujours. Alors, elle a eu, comme madame le disait, à gérer cette situation. Ça a l'air d'être facile, parce qu'elle est de nature joviale, un tempérament qui ne dramatise rien, et elle a pris ça avec beaucoup d'humour, mais elle nous a aussi avoué qu'elle en a beaucoup souffert. Donc, c'est un constat d'échec, elle a réussi à surmonter cela, Dieu soit loué. Et il y a quelque chose qui m'a frappé dans son témoignage quand elle est passée avant nous. Elle ne s'est pas étalée sur les détails dans le sens de culpabiliser ou de jeter des pierres sur son ex-époux. Elle ne nous a rien dit du mal de lui. Ça m'a quand même assez impressionné. Elle admet bien qu'il y avait manque de maturité, de préparation, mais elle l'a laissé seule aller jusqu'au bout. Je me dis, c'est quand même une marque de profond respect pour cet homme, et j'ose espérer que lui aussi, peut-être en voyant cette émission ce soir, a encore du respect pour son ex-épouse. Il y a cette dimension qui fait encore beaucoup plus mal quand on se sépare et l'autre devient un monstre, un diable, à pendre sous le pont du Vouri, à une corde pourrie. Eh bien, là, j'ai senti quand même que c'était assez paisible, mais douloureux. Elle a eu l'occasion de nous le dire. Alors, maître, sur le plan du droit, la dame, elle a révélé il y a quelques minutes, elle n'a jamais été convoquée par un juge, mais son mari allait tout faire. On est venu lui remettre, il est venu lui remettre donc le document pour dire c'est terminé. Bon, je veux d'abord faire une petite observation. C'est toujours triste, n'est-ce pas, pour quelqu'un qui défend la famille comme moi, d'entendre qu'il y a un qui se part. Mais bon, c'est ces choses faites. Ce que je retiens, c'est un peu à la suite du père, c'est qu'ils seront séparés sans dégâts. Vous êtes attaché d'abord sur le point que la femme n'aurait pas été convoquée. En fait, la loi prévoit que si l'époux défendeur n'est pas présent au tribunal, le tribunal peut même se transporter à leur domicile pour voir ce qui ne va pas. En général, tout est fait, tout est mis en œuvre pour que
Parce que il y a le principe du contradictoire qui est fondamental en justice. Tout est mis en œuvre donc pour que votre adversaire soit présent à l'audience chaque fois que vous êtes convoqué. Bon, maintenant, il y a quelques dysfonctionnements qui font que soit l'adversaire est au courant, il ne se présente pas, soit que réellement on a trompé le magistrat en disant que mais je l'ai convoqué, il n'est pas venu. J'ai l'impression que pour son cas, elle a été au courant du procès, des audiences, mais elle a décidé volontairement de ne pas se présenter. Et c'est là où je la cite comme exemple parce que réellement, elle veut conserver les bonnes relations après le mariage. Parce qu'effectivement, ce que je déplore toujours quand j'interviens dans les dossiers des couples, c'est qu'ils deviennent ennemis. Et ce que je conseille en général aux couples, n'est-ce pas, c'est de choisir n'importe quelle cause, parce que vous savez, il y a 3 causes. Il y a l'adultère, la rupture d'abus commun de consort. Quand vous choisissez une des causes, ça suffit. Eh bien, je dis toujours, si une de ces causes est là, le magistrat n'a pas besoin d'entendre toute votre vie pour prononcer le divorce. Une seule cause suffit. Donc, choisissez celle qui vous convient. Si convient au juge, dites-le et oubliez tout le reste, parce que votre vie privée vous concerne. Demain, vous avez des enfants, vous aurez toujours à vous rencontrer. Vous êtes aîné, c'est pas normal que vous deveniez ennemi. Et vous serez certainement ennemi si vous avez étalé toute votre vie privée en public. Donc je dis que la réconciliation est toujours possible. Pour que cette réconciliation soit possible, pour que l'amitié demeure, tel qu'on a vu dans le cadre tout à l'heure, c'est qu'il fallait, n'est-ce pas, que des gens gardent l'estime réciproque. Très bien. Et cela suppose donc que vous n'avez pas étalé toute votre vie privée. Donc c'est un modèle que je conseille à d'autres personnes. Bien entendu. Elle a d'ailleurs dit au sortir donc de notre entretien il y a quelques minutes. Alors, Dr Guy Parfait Songhai, vous avez suivi cette femme, vous l'avez écoutée en même temps. Et quand vous faites une lecture, qu'est-ce que vous vous dites à la fin? C'est un cas parmi tant d'autres ou alors simplement elle a su gérer sa situation? D'abord, les deux choses sont vraies. C'est-à-dire que c'est un cas parmi tant d'autres. De l'autre côté, elle a su gérer sa situation. Sauf que j'ai un inconfort à entendre dire réussit le divorce. Parce que lorsque j'interviens, que ce soit en entreprise, que ce soit dans le cadre du coaching personnel ou des couples, ce n'est pas l'option qu'on souhaite. Nous travaillons pour apprendre aux gens toute l'ingénierie qui constitue la relation, qui structure la relation, qui fabrique la magie, qui donne un contenu, qui la densifie, pas pour que ça se casse. Il y a 3 niveaux, de cohésion dans un couple. Il y a le niveau spirituel, qui est très mal géré, très peu connu, ou sur lequel on travaille assez peu, qui pourtant représente la fondation dans un couple. Il y a le niveau émotionnel, qui est beaucoup plus connu parce que peut-être il est fleuri, mais il y a aussi la dimension physique dans un couple. Nous travaillons sur ces 3 dimensions en insistant très souvent sur le fait que la spiritualité, et quand je parle de spiritualité, il ne s'agit pas de religiosité, la spiritualité est l'élément central depuis lequel un couple doit s'appuyer. Si au niveau spirituel, vous ne partagez pas les mêmes convictions, vous n'avez pas les mêmes visions, vous ne partagez pas les mêmes valeurs, vous n'avez pas la même relation à Dieu, en termes de pratique, de proximité, etc., tout le reste va aller en vrille. Lorsque je l'ai écoutée, avec l'intelligence et la finesse qu'elle a, encore qu'elle a une hauteur, les autres l'ont relevé, les copanélistes l'ont relevé, elle a une hauteur exemplaire, il y a toute une dimension qui a été non traitée dans l'approche. C'est la dimension spirituelle des causes profondes d'un divorce. En réalité, c'est à peine que notre société réalise jusqu'à quel point le spirituel domine sur le matériel. Mais je vais le dire autrement, c'est le spirituel qui décide sur le matériel. Quand on n'a pas conscience de ces lois, de ces règles, de ces principes, en fait, on se casse le nez. Et le fait qu'on se casse le nez dans un cadre comme le divorce est vrai en fait dans tous les autres aspects. Donc, en écoutant ce qui est fait comme témoignage, la douleur que j'ai intimement, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent sans jamais, après avoir réfléchi des années, établir la cause la plus profonde de leurs échecs, c'est-à-dire une absence de travail spirituel profond qui permet de consolider les choix, les orientations et les décisions.
Alors, Dr Fosso, vous avez également suivi la femme et maintenant, elle n'a pas fait d'enfant avec son mari. Les deux ont passé juste 2 ans ensemble et durant les 2 ans, elle a dit également peut-être 6 mois de joie, mais le reste du temps était vraiment des moments de turbulence. Bon, comme elle a relevé lorsqu'elle parlait de sa relation avec son mari, il y a une certaine immaturité qui a animé les deux. Mais apparemment, si on s'entend, puisqu'on a écouté que la dame, et à partir de ce qu'elle a dit, on se rend compte que c'est elle qui se sentait un peu insatisfaite par la relation qui existait entre elle et son mari. Et l'élément qu'on peut plus noter, c'est une certaine immaturité. Parce que si les deux avaient été suffisamment préparés au mariage et à toutes les concessions qu'on peut faire lorsqu'on est marié, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, voyant un peu la hauteur qu'elle a et l'éducation qu'elle a, elle serait toujours avec ce monsieur. Donc, nos familles sont quelque peu responsables de cela parce qu'on ne prépare ni les hommes ni les femmes au mariage. Dans nos sociétés, on sait seulement qu'on va à un certain âge, il faudrait bien que les filles et les garçons quittent leur famille pour fonder une autre. On sait que la fille, ce qu'elle doit faire, c'est faire à manger, s'occuper du ménage, et l'homme, lui, il doit travailler et apporter, mais sans tenir compte que, bon, l'homme peut être obligé de s'absenter du fait de son travail, du fait de sa profession. Et je pense que dans son cas, même si on n'a pas tous les éléments, l'entourage a aussi participé à venir lui dire un certain nombre de choses, parce que si je me souviens de votre émission de la semaine dernière, ça portait sur l'infidélité. Et certains de vos panélistes ont relevé le fait qu'il y a des ragots qu'on raconte parfois à l'autre. Et si l'autre n'est pas suffisamment élevé, il peut considérer tout ce qu'on lui a raconté et utiliser ces éléments pour se pourrir soi-même la vie. Mais je note plutôt l'immaturité et un manque de préparation pour les deux quand ils se sont engagés à se marier. Alors, je prends la fin de votre propos pour poser la question à mon père. Alors, quand vous faites une lecture de cette situation, il y a bien de cas du genre. Ici, au moins, il y a encore peut-être, je voudrais dire, une chance entre guillemets parce qu'il n'y a pas eu d'enfant. Sinon, ce serait plus difficile ou alors que les deux ne se sont pas tiraillés à la fin de leur rencontre. Mais est-ce que vous constatez qu'il y a eu une impréparation à ce niveau-là? Alors, ça, c'est notoire. Et c'est même infiniment regrettable. J'ai toujours dit, ça fait ceux qui m'écoutent, que le malheur de beaucoup de jeunes que je rencontre, mais des adultes aussi, qui viennent nous voir, nous prêtres, pour dire, mon père, je voudrais me marier. Alors, vous vous connaissez depuis combien de temps? Oh, peut-être bien depuis 1 an, depuis 6 mois. Et vous voulez vous marier? Il me dit, ah, mon père, pourquoi vous voulez me dire? Mon père, excusez-moi, c'était un coup de foudre. J'entends ça en Afrique, j'entends en Europe. Et j'amuse les gens en leur disant, ceux qui me parlent des coups de foudre me font terriblement peur, c'est des gens dont je dois me méfier, parce que la foudre tue les gens. Alors quand vous dites c'est un coup de foudre, c'est un coup de foudre, mais n'oublie pas que la foudre tue. Et nous savons tous les dégâts que la foudre fait. Alors, vous avez posé la question tout à l'heure à Catherine, est-ce que vous avez consulté un prêtre, un pasteur, il y a eu... Et là, elle dit non, on n'a jamais... Alors, j'ai même senti que avant, comme après, je n'ai pas encore senti cette dimension que notre ami a souligné tout à l'heure de façon excellente, de la vie spirituelle. Et puis, madame le disait, nous vivons, le divorce, c'est la suite malheureuse du mariage. Mais le mariage, c'est pour fonder une famille. Et si on ne fait pas intervenir la famille, eh bien, je me demande, on ne vit pas sur une île pour dire, je vais me construire mon petit bonheur tout seul et ça ira. Donc, ne pas faire intervenir la famille, même nucléaire, ou la famille spirituelle qui est l'Église, quelque part, il y a un gros manque à gagner. Parce qu'on n'a que sa propre passion, on n'a que sa propre vision, mais on oublie quand même qu'on va s'intégrer dans une communauté, dans une société, où vous ne serez pas seul. Donc, le manque de préparation, l'immaturité, qu'elle soit affective, psychologique et spirituelle, eh bien, tout cela fait que on se prépare, on scie soi-même la branche sur laquelle on est assis. Alors, vous avez l'habitude de rencontrer des couples et de leur donner des conseils, mais nous ne sommes pas encore à ce niveau, mais j'imagine que vous avez rencontré un cas
similaires, et ou alors un cas qui ressemble à autre chose où les familles sont carrément divisées parce que les enfants ont opéré une bêtise, ils n'ont pas pu gérer, ou tout au moins gérer cette bêtise-là, et finalement ils se sont séparés. Qu'est-ce que vous leur dites très souvent? En règle générale, l'un des problèmes que je rencontre, en fait, ce n'est pas seulement par rapport à la question du mariage, mais ou du divorce, parce qu'il y a un qui suit l'autre, finalement, dans cette affaire. C'est que l'un des problèmes que l'être humain rencontre, je vais partir de cette généralité pour me loger là-dedans, c'est qu'il n'a même pas conscience de ses problèmes. Il prétend vouloir résoudre ses problèmes, mais chaque fois qu'il croit avoir identifié un problème à résoudre, en fait, il a identifié un symptôme. Quand vous trouvez une crise quelque part, il y a toute une chaîne qu'il faut lire. La chaîne qui part de la famille nucléaire de chaque partie, des maillons forts dans cette famille, des champs de force, on va dire ça, ou des lignes de force qu'il y a dans cette famille. Et donc, il faut apprécier qui a le plus d'influence sur les acteurs principaux qui entrent dans le jeu du mariage. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Parce qu'il ne faut pas avoir la prétention de répondre alors qu'on n'a pas lu le contexte. Parce qu'on est obligé de lire le contexte. Maintenant, parce qu'en face, j'ai un expert en droit qui sait mieux que moi, parce qu'il peut nous donner les articles, que le droit camerounais pénalise la sorcellerie. Je vais entrer depuis la dimension immatérielle jusqu'à la dimension matérielle relative à une question comme celle-là. J'explique. Les gens qui entrent dans le mariage, sans préparation spirituelle, n'ont pas conscience et n'ont pas connaissance des types et des niveaux d'adversité auxquels ils sont confrontés. C'est-à-dire que quoi? Ils ignorent par exemple que le réel a des niveaux de violence subtils très efficaces. Il existe ce qu'on appelle les liens de malédiction. Les prêtres sont confrontés à ces choses-là. Il existe les liens de malédiction, les liens de célibat. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se sont passées depuis des ancêtres qui viennent tomber sur les enfants. Ces choses existent. Vous avez maintenant un champ immense d'interférences maléfiques qui peuvent intervenir dans un couple, que ce soit chez l'individu pris à part ou sur le couple. Je balaie ça parce que ce n'est pas l'objet à développer. Maintenant, quand on entre dans un couple, les préalables sont lesquels? Est-ce qu'ils ont appris à être copains, à être des amis? C'est aussi élémentaire que ça. Le respect mutuel. Est-ce qu'ils ont appris à se supporter? Ça se construit. Vous avez entendu son argumentaire tout à l'heure, le professeur de théologie, il est surpris qu'au bout de quelques mois, on veuille se marier. Mais oui, parce que ça demande du temps d'apprendre à être des amis, à être copains. Ça demande du temps d'apprendre à balayer un certain nombre de choses. Parce que Cathy a dit qu'elle a parlé avec beaucoup d'humilité et même d'honnêteté. Quand elle dit qu'avec le recul, elle a compris qu'il y a certaines choses qu'on pouvait laisser passer. La critique. L'homme et la femme sont configurés au niveau mental, spirituel et physiologique différemment. La femme est très sensible à ce qu'elle entend, très, comparativement à l'homme. Alors que l'homme, lui, il est très sensible à ce qu'il voit, c'est-à-dire couleur, forme, mouvement. Ça, c'est un pan. L'autre dimension, l'homme a été configuré pour exiger, même s'il n'en a pas toujours conscience, le respect. Pas seulement le respect, mais il a besoin d'être ressenti et vécu comme le héros, celui qui sauve les situations, tandis que la femme a besoin d'être aimée, a besoin de preuves d'amour et a besoin de sécurité. Lorsque les gens entrent dans le mariage n'ayant pas conscience de ces configurations, qui n'ont rien à voir avec la volonté, qui ont tout à voir avec la création, comment est-ce qu'on a été construit, qu'on n'apprenne pas le jeu de rôle, qu'on ne sache pas déjà les différences de nature. Maintenant, et je vais finir par là, d'où les gens sortent. Un arbre ne pousse pas par les feuilles. Lorsqu'on veut entrer dans le mariage, il faut, ce n'est pas mauvais de dire ça dans le fond. Il faut quand même un peu questionner les origines. Je vais le dire aujourd'hui, peut-être que ça pourrait déranger certains. Il serait bien, lorsqu'on veut se marier, de s'assurer que le conjoint a compris au moins que l'une des façons les plus faciles d'avoir des malédictions, c'est d'avoir des problèmes avec ses propres parents. Les gens ne savent pas ce genre de choses. C'est efficace. Nous sommes des scientifiques, mais on est obligé, quand on est scientifique, d'intégrer la complexité du réel. Parce qu'on ne peut pas prétendre faire science en ignorant Dieu. Proverbe 1, verset 7 est clair là-dessus. La science commence par la crainte de Dieu. Donc, toutes ces lois-là sont des éléments par lesquels on passe souvent pour recadrer les uns et les autres, ramener un certain dialogue et élaguer petit à petit les tares et les retards. Parce qu'en fait, l'éducation d'un enfant ne commence pas au moment où il veut se marier.
Non, elle commence lorsqu'il est déjà dans le sein de sa mère. Alors, docteur Fosso, est-ce qu'il y a un problème de tradition ou de sorcellerie dans pareilles circonstances où on dit des personnes, ou de malédiction, je voulais dire, où des gens qui se marient, en peu de temps, ils divorcent? Est-ce qu'on peut parler de malédiction à ce moment? Mais non, c'est vrai que ce sont des éléments qui existent dans nos cultures, mais le conseil que je donne souvent aux uns et aux autres, c'est qu'il faut toujours avoir la bénédiction de ses parents quand on s'engage à se marier. De mon point de vue, c'est fondamental. Je parle sous le contrôle du Père qui est là, parce que c'est le seul commandement, si on veut rester dans la logique chrétienne, c'est le seul commandement qui donne droit à une récompense. Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés. Peut-être c'est pas exactement ça, mais même si on reste dans nos cultures, indépendamment des pratiques religieuses, les parents, ce sont eux qui nous ont donné la vie, ce sont eux qui ont veillé sur nous. Et dans nos cultures, on n'a pas d'éléments qui montrent que le parent est une personne qu'on doit négliger. C'est toujours cette personne-là qui est comme le représentant traditionnellement de notre Dieu sur terre. Donc par conséquent, sans vouloir absolument faire sa volonté, il est bon qu'on ait la bénédiction de ses parents. Et Dame Cathy, on l'a vu, son père était un peu dubitatif quand elle lui a dit qu'elle devait se marier. Et sans peut-être vouloir lui dire que est-ce que tu as pris tout le temps de réfléchir, mais elle est un peu passée dessus. Peut-être parce qu'il n'y avait pas de personnes tout à côté pour lui donner des conseils, mais peut-être si les deux, le parent aussi avait pris le temps de lui dire, ma fille c'est bien, mais est-ce que vous ne devez pas prendre le temps est-ce que vous le connaissez suffisamment? Je pense qu'on ne serait pas arrivé à la situation qui est la sienne. Mais par rapport à votre émission, je pense que le cas de Dame Cathy n'est même pas un cas qu'on devrait présenter. Parce que quoi, c'est un divorce qui s'est, malgré tout, même si c'est l'échec d'un mariage, s'est déroulé quasiment à l'amiable. Je m'attendais à ce qu'on ait plutôt des cas réels, parce que pour elle, c'est presque explosif. C'est presque un rêve de voir des situations comme celle-là, parce que même les stars ne divorcent pas de cette manière. Parce que moi, je veux la maison, moi, je veux la voiture, moi, je veux le compte bancaire. On n'a pas ressenti cela dans son cas. Or, ce que nous vivons dans nos sociétés, il y a, lorsqu'il y a des enfants, les enfants deviennent soit les enfants de la mère, soit les enfants du père. Chaque parent va utiliser l'enfant comme si l'enfant était un boxeur. Donc, chacun veut donner le plus de coups de poing à l'autre pour avoir l'enfant de son côté. Et le plus souvent, on voit plutôt les hommes qui vont carrément abandonner les enfants. Donc, moi, je pense que ce sont ces cas-là qu'on devrait plus évoquer. La déperdition scolaire que les divorces entraînent, parce que dans notre environnement, même si la loi existe, elle n'est pas, les divorces ne sont pas suffisamment encadrés, parce que parfois les gens divorcent alors que la femme qui est plus vulnérable n'a pas les moyens de subvenir aux besoins de l'enfant. Et on se rend compte que l'enfant n'est plus scolarisé, l'enfant ne mange plus, l'enfant n'est pas soigné quand il est malade. Je pense que ce sont ces aspects-là qu'on gagnerait plus à développer et exhorter ceux qui sont déjà en situation de divorce et ayant des enfants à revenir, n'est-ce pas, à de meilleurs sentiments pour l'avenir ou le devenir de cet enfant. Parce qu'il y a des conséquences psychologiques et sociales, tant au niveau de la mère de l'enfant que des enfants. Mais les enfants sont les meilleurs perdants dans l'histoire. Vous savez bien que venir sur un plateau, il faut beaucoup de courage. Oui, bien sûr. Il y a eu des cas, mais des gens qui ont décliné l'offre à la dernière minute. Oui. Vous comprenez que ce n'est pas facile. Vous êtes venu parce que vous avez le courage de venir parler, de partager avec les téléspectateurs. Il y a bien, j'allais dire, des docteurs comme vous qui ont la même spécialité que vous, qui ne peuvent pas venir parler sur le plateau. Donc c'est un peu ça, pour dire qu'il y a eu des cas, il y a même eu des cas du genre, des femmes ou alors des couples qui ont des enfants, aujourd'hui, n'arrivent plus à parler. C'est une chance de voir que Cathy, elle parle encore avec son époux. Alors maître, je voudrais savoir avec vous, qu'est-ce que la loi prévoit, en tout cas, dans le cas où on vient avec un document, vous l'avez déjà évoqué il y a quelques instants. Maintenant qu'il y a un processus quand même, la démarche, il y a eu un temps pour le cas de Cathy et son époux, il y a quand même eu pratiquement près de 10 ans, près de 8 ans. Est-ce qu'on ne pouvait pas, la loi ne prévoit pas quelque chose dans pareille circonstance,
question de les amener à recoller les morceaux? Bon, je n'ai pas très bien compris la question, mais je perçois un peu. La question, c'est de savoir si le temps qui passe du moment où l'homme quitte la maison, parce qu'elle a donné une raison, un motif qui a été inscrit sur le document, que l'huissier est venu, on a constaté qu'elle n'était pas à la maison, et ainsi de suite. Est-ce que, entre-temps, on n'a pas pu trouver, est-ce que la loi ne prévoit pas quelque chose du fait de les ramener un peu à la raison? Oui, bon, la loi prévoit effectivement, donne un rôle très important au magistrat, c'est-à-dire que le magistrat doit tenter de concilier. Parce que l'État est, bon, le législateur est conscient de l'intérêt de la famille, qui est un élément incontournable de la société. Vous savez, les gens ne seraient pas ce qu'ils seraient s'ils n'avaient pas été en famille. L'amour, on dit que l'amour de l'enfant naît de l'amour pour sa mère, l'amour de la mère développe l'amour pour l'enfant, ainsi de suite. Donc l'État, conscient de cela, on fait tout pour obliger le magistrat à tenter d'abord de concilier les parties. Et si on n'arrive pas, c'est alors là qu'on passe à la phase du divorce. Dans le cas d'espèce, apparemment, toutes ces étapes n'ont pas eu lieu, probablement parce qu'on ne l'a pas vu. Peut-être aussi, vous savez, on a parlé de 78 à 2010. Je ne sais pas à quelle date il a dû introduire la demande de divorce, mais probablement, je pense qu'il a pu se passer, c'est qu'à un moment, il allait, après une ou deux années de séparation de fait, parce que là, à un moment, ils ont dû vivre d'abord en séparation de fait, c'est-à-dire qu'elle est partie sans autorisation du tribunal, parce que normalement, elle aurait dû demander l'autorisation du juge avant de quitter le domicile. Elle est partie sans demander l'autorisation. Le mari est venu constater l'abandon du foyer conjugal. Et sur cette base, le magistrat a prononcé le divorce. Et ça aurait été une très bonne chose. C'est pour ça que ça revient à ce qu'on a fait. Parce que l'abandon du foyer est une cause de divorce. C'est ce qui a dû se passer. Ça a empêché certainement son mari d'étaler toute leur vie privée. Et je pense que c'est comme ça que... Donc... en fait, si vous voulez savoir, la loi oblige, n'est-ce pas, donc le magistrat à tenter d'abord de concilier les parties. Et comme je l'ai dit déjà, veut que le divorce soit précédé d'une audition et qu'il y ait contradiction, que toutes les parties soient entendues, que le magistrat ne puisse pas prononcer le divorce après avoir entendu une seule des parties. C'est peut-être ce qui a fait que la cause a duré. La cause a duré tant d'années avant qu'on ne prononce le divorce. Alors, mon père, on parle de divorce et ses coulisses. Alors, on a parlé déjà du divorce, j'imagine, en une ou deux ou trois phrases. Maintenant qu'il y a les coulisses à gérer, lorsque le cas de Cathy est spécial, je vais dire, je vais peut-être le répéter, parce qu'elle a dit, ça lui a presque pas dit grand-chose. Donc le fait de divorcer et que même si ça l'a dérangé quelques jours et après c'est passé, est-ce que c'est généralement le cas pour les autres? Non, ce n'est pas généralement le cas. Je crois que les autres l'ont suffisamment souligné. Nous avons eu un cas, ils ont vécu ensemble 2 ans et puis au bout de 6 mois ils se séparent. Je peux aussi dire que les blessures de part et d'autre n'ont pas peut-être été aussi profondes ou aussi graves vu la durée du temps qu'ils ont eu à vivre ensemble. Il n'y a pas eu d'enfants, comme disait madame, encore moins de dégâts, parce qu'il y a des enfants, c'est encore très pénible pour l'avenir des enfants et ce que les enfants ressentent affectivement et psychologiquement. Mais nous avons des cas, hélas, beaucoup plus douloureux. C'est là où l'autre devient carrément un monstre à abattre, et quand on va au tribunal, vous entendez des choses abominables, et quand on sort même du tribunal, il y a parfois des bagarres dans la cour. Pourquoi? Parce que plus le temps a été long, plus les charges négatives contre l'autre sont aussi profondes. Donc il y a beaucoup plus de cas douloureux que des cas aussi dédramatisés comme celui de Cathy. Pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas peut-être entre guillemets la chance d'avoir vécu si peu et d'avoir... Alors maintenant, je reviens quand même à quelque chose d'autre, on l'a déjà souligné, c'est la maturité humaine et la maturité psychologique. Eh bien, quand on s'engage dans le mariage, je crois que selon la maturité qu'on a, cela nous accompagne dans toutes les étapes heureuses ou malheureuses que nous avons. Et si à cela s'ajoute
je reviens encore à cette dimension spirituelle et de foi, c'est là une maturité spirituelle, il y a moins de risques quand même, malgré l'échec, de souffrir encore plus, parce qu'on va quand même trouver un appui, un socle, qui est sa foi et sa vie spirituelle pour dire c'est arrivé, je vais quand même m'accrocher à ceci, car ce n'est pas la fin de la vie. Il y a eu une remarque qui a été faite, madame le disait, la dimension de la présence des parents qui donnent la bénédiction à leurs enfants. Chez nous, en Afrique, on ne se marie pas comme en Europe où on se rencontre dans le métro ou bien dans un ascenseur, on sort, on dit « chérie, je t'aime » et puis on va cohabiter 4-5 ans puis on débarque chez le maire. Mais chez nous, c'est les deux familles quand même qui interviennent. Les deux parents offrent leur enfant à l'une et l'autre famille. Mais quand ça capote, je crois qu'il faut faire très attention d'évoquer des causes peut-être un peu, enfin des raisons un peu irrationnelles, qui risquent d'être des raccourcis pour dire « oh, il y a eu peut-être la malédiction des parents qui n'ont pas été très contents, oh, il y a eu peut-être un peu la sorcellerie qui est intervenue ». Non, parce que Jérémie le disait déjà, par rapport aux Juifs, désobéissants envers l'alliance, qui vont se prostituer en adorant des idoles païennes. Alors, Jérémie leur dit, écoutez, ne dites pas que les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants sont agacées aujourd'hui. Vous devez assumer vos actes et vos responsabilités. Et du temps de Jésus, il y a la conception juive était que si j'ai un malheur, il y a une cause, comme chez nous les Bantous, nous les Africains. Il doit y avoir une cause. Cette cause, c'est j'étais infidèle à Dieu. Je n'ai pas suffisamment obéi à Dieu. Je n'ai pas honoré mes parents. Donc, voici la cause. Eh bien, les apôtres voient un enfant aveugle de naissance et ils disent, mais Seigneur, cet enfant est-il aveugle parce que ses parents ont péché ou bien c'est lui-même qui a péché? Jésus leur dit, ni l'un ni l'autre n'a péché. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Donc, chez nous, parfois, quand on est devant certains échecs, parce que nous, Africains, il n'y a pas de malheur sans cause. C'est propre à la psychologie de tout être humain. Donc, on peut peut-être chercher une cause irrationnelle, car on n'en trouve pas des rationnels qui justifieraient pourquoi on a échoué, pourquoi ça n'a pas marché. Alors, on dit, bon, ça peut être sorcellerie, ça peut être malédiction, ou bien les péchés des vieux ancêtres qui retombent sur moi. Je reçois des gens qui me disent, mon père, veuillez bénir mon arbre généalogique. Alors j'ai dit, je connais toutes les bénédictions de l'Église, il y a tout un livre sur les bénédictions, je n'en connais aucune pour bénir l'arbre. Je ne sais pas ce que c'est qu'un arbre généalogique. Mais si vous êtes en train de me dire, mon père priait pour mes ancêtres, mes aïeux, etc. Ah oui, ça, on prie tous les jours pour nos ancêtres défunts. Donc, je prierai pour vos défunts, qui sont déjà morts, ils sont auprès de Dieu, ils ne peuvent vous faire aucun mal, car maintenant ils sont auprès de Dieu. Donc, il y a peut-être un peu ce risque-là de se déculpabiliser sur ce qu'on ne voit pas, au lieu d'assumer ses propres responsabilités, voir pourquoi on en est là. Eh bien, veillons à bien préparer nos frères, nos sœurs, nos fils et nos filles au mariage. Car chez moi, au Congo-Kinshasa, il y a un adage qui dit, le mariage c'est une gousse, enfin c'est une arachide dure. Et avant de l'écraser, il faut s'assurer que c'est dur dedans. Quand il n'y a pas de graines dedans, vous écrasez, paf, ça pète immédiatement. Donc il faut s'assurer que c'est dur. Pour cela, il faut être préparé. Je n'anticipe pas sur ce que peut-être vous allez demander après. Dans l'Église catholique, c'est dit dans le code de droit canonique, on ne peut pas bénir un mariage à l'église sans avoir eu au minimum 3 mois de préparation. Au minimum. Pendant le temps de la préparation, on aborde tellement des aspects bibliques d'abord, théologiques, spirituels, social, qu'on essaie de voir, psychologique et tout ça. Et nous demandons même aux futurs conjoints de faire des examens prénuptiaux. C'est-à-dire d'aller voir un médecin pour faire des examens, l'électrophorèse, compatibilité de groupe sanguin, etc. Parce que demain, vous mettez au monde un enfant trisomique, vous commencez à dire, oui, on m'a jeté ça au village. Ah, mon père n'était pas content. Oh, il n'a pas bouffé la dot, etc. Mais aujourd'hui, avec les moyens que la science nous donne, prendre les dispositions pour y aller. Vous vous dites, comme je dis toujours en riant, eh bien, mon père, c'était un coup de foudre. Mais on s'en fout de votre coup de foudre. Prenez les dispositions qui conviennent pour utiliser le moyen que la science met à votre disposition. Et là, nous demandons comment nous aborder tout ça. Des tests de VIH, des tests hépatite, etc. Et quand on a ça, mais il y en a qui disent, mon père, on arrive, ils disparaissent.
Parce qu'on leur a demandé quelque chose qui est pour leur avenir. Alors bon, ben... Alors, Guy Parfait-Songé, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce sont des principes qui sont respectés? Vous voulez dire faire des examens, des tests et tout le reste avant le mariage? La première chose qu'il faudrait déjà établir, c'est que les personnes qui sont censées se marier appartiennent à une congrégation religieuse qui a cela pour principe. C'est déjà le premier préalable. Le deuxième facteur que je voulais relever, c'est que lorsqu'on veut parler, parce que vous remarquerez quoi qu'il en soit, que j'essaie toujours de planter le décor, lire un contexte avant d'aller à l'interprétation, lorsqu'on veut parler du mariage, effectivement, c'est deux familles qui se marient dans le cadre africain, c'est deux personnes qui viennent de deux contextes différents qui se marient. Et moi, quand je parle des questions relatives à l'immatériel, je ne les dis pas sur le plan de l'analyse ou du débat. J'étais en train de les dire sur le plan clinique, dans ce que je pourrais appeler clinique, c'est-à-dire la capacité à traiter un mal qui peut résider chez un individu ou chez un autre. Donc ce n'est pas ce qui relève du débat. La preuve en est que Jésus a fait des délivrances, les apôtres en ont fait, et ça a continué. Si les délivrances existent, c'est parce que le mal, ce type de choses existe. Ça ne disparaît pas subitement. Ce sont des réalités qui ne sont pas seulement africaines, elles sont multiformes. Maintenant, les précautions qui sont prises au sein de certaines églises pour garantir au moins un encadrement psychologique, mental, affectif, spirituel et même finalement biologique, parce qu'on prend des précautions en s'appuyant de la science, sont des précautions qui contribuent au moins à minimiser certains risques. C'est important, c'est-à-dire que c'est un rôle institutionnel qu'il faudrait bien que les institutions, celles qui amènent au mariage, assument. Mais ce n'est pas le cas partout. Donc, l'autre côté, c'est quoi? Il faudrait tenir compte du fait, et ça c'est une autre réalité que j'ai eu envie de relever depuis que le Dr Fotso a parlé de la relation aux parents, parce que j'ai parlé de la relation aux parents en prenant l'autre bout, c'est-à-dire la malédiction, quand on n'a pas compris qu'il faut avoir une bonne relation aux parents. C'est que les familles, d'un point de vue psychologique, à peu près 80% sont dysfonctionnelles. Donc il ne faut pas croire que les gens qui viennent se marier partent de familles parfaites, où tout est parfait, où les choses vont s'harmoniser de prime abord. Elle a relevé un pan parfait, celui où de prime abord les parents peuvent appuyer, mais il y a des parents qui sont, permettez l'expression, de vrais casse-pieds. Et ce n'est pas que l'on n'ait pas essayé d'avoir leur accord. Voilà la complexité des paramètres. Le professeur de théologie, l'anthropologue et les juristes sont bien placés pour développer ces questions. Et c'est là où on est obligé d'essayer de reconstituer une norme. Je vais le dire en passant par là. Quelle que soit la manière dont vos parents sont casse-pieds, vous n'avez pas le droit de leur faire la guerre. Vous pourrez avoir des raisons de leur en vouloir, mais vous n'aurez jamais raison de leur faire la guerre. Je passe par là et je continue. Le problème de la responsabilité maintenant est un problème partagé, parce qu'un enfant ne s'éduque pas seul. Il y a des gens qui se sont occupés de son éducation. Aujourd'hui, en droit, et c'est un débat qui existe depuis longtemps, beaucoup sont contre la peine de mort parce qu'il est prouvé en psychologie que lorsque vous avez un bandit, son banditisme est la preuve de l'échec du système éducatif qu'il a fabriqué. Ce n'est pas seulement lui qui est coupable. C'est en fait un système qui fabrique un individu désordonné. Et je passe donc par là pour dire quoi? Vous arrivez au mariage dans quelles conditions? Vous avez des gens qui arrivent au mariage, par exemple, avec des fantômes qui les hantent. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, une femme qui arrive dans une relation. Elle est restée coincée dans le fait qu'il lui fallait comparer son mari d'aujourd'hui à un ex. Elle se balade d'un point de vue mental et donc finalement comportemental avec un fantôme. De l'autre côté, vous avez des gens qui en veulent en permanence aux autres par rapport à quelque chose qu'ils ont vécu dans le passé. Ils se baladent avec la rancune. Ils se baladent avec la haine. Ils se baladent avec un comportement. Si vous voulez épouser une femme, je prends ça comme ça, qui a une forte propension à critiquer lourdement tout et tous, ne vous en faites pas, le jour où ça va mal se passer entre vous là, elle va ramener ça. Ne croyez pas qu'elle fait ça seulement ailleurs, elle va faire ça dedans. Il faut réfléchir sur les éléments qui permettent de décider et donc les éléments qui permettent de construire l'harmonie. Je l'ai soulevé à 3 niveaux. Au niveau spirituel, dans la dimension spirituelle, je scinde l'ésotérique qui est satanique, le spirituel qui est christique, et au niveau affectif,
Il faut que les gens apprennent à s'aimer. Je vais prendre quelque chose de simple. Voici une société dans laquelle on n'a pas appris à regarder autrui en cherchant les qualités, on cherche les défauts. Première erreur. Deuxième erreur. Voilà une société dans laquelle on est censé construire la cohésion. Quand on regarde autrui, on se demande qu'est-ce que je peux lui apporter. On se demande mais qu'est-ce que je peux lui prendre. À la limite, qu'est-ce que je vais lui spolier. La misère commence là au niveau mental avant de l'être au niveau comportemental. Troisième dimension. Il y a la compatibilité au niveau physique. Je vais le dire comment. La majeure partie des hommes, lorsque vous les entendez parler, vous entendez à travers leur vocabulaire des retards et des tares dans la compréhension de ce qu'est l'acte sexuel. L'acte sexuel a 5 dimensions. Beaucoup n'en cernent que 2 au mieux. C'est-à-dire que ce qu'ils aiment faire le plus, si on allait les noter sur 20, ils n'auraient pas 7. Ils disent dans leur vocabulaire, j'ai cogné la petite là. C'est-à-dire qu'il y a, bon, je me demande, c'est quoi, le mortier, le pilon ou quoi? Il y a une cohabitation, il y a une collaboration, il y a une communication, il y a une exploration qu'il faut développer dans la compréhension de l'acte sexuel qui en fait lui-même a une relation à Dieu, qui on a compris ce qu'est l'acte sexuel. Parce que la notion de d'hymen, depuis l'étymologie, est liée au mariage. C'est l'une des raisons principales, si ce n'est même principielle, pour laquelle il est recommandé d'éviter les actes sexuels avant le mariage. On n'enseigne pas ces choses-là. On ne les enseigne pas à suffisance. Donc ça veut dire que quoi? Vous avez très souvent, parce que quand on vient parler de divorce, c'est comme si c'est arrivé seul. Non. Vous avez très souvent 2 infirmes qui viennent se marier. L'infimité est mentale, elle est due à l'éducation, elle est due au trou. Parce que c'est un trou pratiquement au niveau spirituel. Et le jour où ça clash, on est surpris. Non, c'est un construit. L'échec ne relève pas du hasard. Le succès non plus. Donc, c'est pourquoi il y a quand même un gros travail d'éducation, de rééducation à faire pour que de plus en plus, on ait de moins possible des divorces. D'accord. Alors, docteur Fosso, lorsqu'il y a échec maintenant, comment gérer l'échec en question? L'échec, ici, c'est le divorce. Maintenant, il faut gérer ce divorce-là, l'après-divorce. Oui, ça dépend vraiment des situations. Lorsqu'il y a des enfants, l'accent doit être essentiellement mis sur les enfants. Mais comme les choses ne se passent pas toujours bien, il est bon que, comme le disait Guy Parfait Songuet, qu'on ne voit pas toujours les défauts de l'autre, mais qu'on tienne quand même compte de leurs qualités. Parce que quand on était avec l'autre, il y avait des éléments qu'on appréciait chez cette personne, dont cette personne avec qui on ne veut plus continuer sa vie. Est-ce qu'on ne peut pas plus penser à ses qualités pour voir ce qu'on peut faire ensemble, même si on n'est plus ensemble? Parce que quand il y a des enfants, il faut pouvoir éduquer ces enfants, subvenir à leurs besoins, les scolariser, les amener à devenir des hommes et des femmes. Mais cela ne dépend pas seulement du couple, mais aussi de la société. Parce que fait la société pour encadrer les personnes qui sont divorcées, que ce soit au niveau socioculturel, que ce soit au niveau spirituel? Parce que culturellement, en tant qu'anthropologue, l'échec est considéré comme un échec. Et dans les familles, on est malheureux de savoir que sa fille a divorcé, parce que le plus souvent, on incrimine toujours les filles, les femmes, parce qu'on pense que c'est elles qui font le mariage. Dans la mesure où il y a eu compensation matrimoniale, on se dit, c'est un échec parce que celui-là a investi. Or, le mariage, c'est davantage une entreprise et un construit où chacun doit faire des concessions. Mais lorsqu'on ne peut plus faire des concessions, on doit essayer de sauver ce qui est à sauver, principalement les enfants, sans forcément mettre l'accent sur le bien matériel, parce que parfois les gens se bagarrent, parce que c'est à moi que revient la maison. Et puis les uns et les autres parfois sont cupides, parce qu'il y a des hommes tricheurs autant qu'il y a des femmes tricheuses. Et il faut toujours qu'on trouve le moyen de mettre l'accent sur les enfants, ce qui n'est pas toujours évident dans notre environnement. Alors maître, nous sommes dans le cadre de la gestion de l'après-divorce. Donc comment gérer le temps, comment gérer cette époque, ces moments-là? On sait qu'il y a quand même des colères parfois, on sait qu'il y a tout ce qu'on peut imaginer, même s'il y a des cas exceptionnels. J'ai compris la question. Voilà. Bon, il faut d'abord voir ce qu'il faut entendre par l'après-divorce. Il y a divorce quand le jugement est signifié et qu'un certain temps s'est écoulé. Pour que le divorce, quand un certain temps s'est écoulé, sans que l'autre partie fait appel. Normalement, la matière c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, 3 mois en matière de divorce pour faire appel. Donc, dès lors que ce délai était écoulé,
sans qu'il y ait appel, sans qu'on ait saisi le juge supérieur, le divorce est devenu définitif. Mais il reste quelques traces évidemment, en matière financière, parce qu'il y a des conséquences financières du divorce. Il y a les conséquences quant au logement, quant aux enfants surtout, et le droit de visite, du point de vue conséquences sur d'autres domaines comme matériel. Il y a le droit de visite. Le droit de visite, c'est le père, que le père a sur les enfants, ou alors celui qui n'a pas la garde des enfants a sur les enfants. Donc celui qui n'a pas la garde des enfants demande le droit de visite de l'enfant, et en général on lui permet de les avoir un week-end sur 2 et la moitié des grandes vacances, ce que les juges décident en général. Et très souvent les enfants mineurs, très jeunes, sont confiés à leur maman. Donc s'agissant de la femme, évidemment le divorce est accompagné souvent du partage des biens. Ça c'est la première conséquence matérielle, partage des biens, parce que en général quand le couple est marié sans contrat de mariage, les biens, en général dans certains cas, surtout quand il n'y a pas polygamie, on dit à communauté de biens acquis pendant le mariage. Donc au moment du divorce, on partage des biens, si du moins la femme demande, elle prend sa part et le monsieur prend sa part. Et bon, très souvent les problèmes se posent de ce côté-là. Et ce cas précis, il n'y avait pas de biens à partager et pas d'enfants, Dieu merci, ça s'est bien terminé. Mais pour ce cas, il y en a. Donc il y a des luttes sur le partage des biens et il y a la pension alimentaire. En dehors du partage des biens, le couple fautif, surtout quand il y a des biens, quand c'est l'homme, est condamné à payer une somme à l'autre conjoint qui, la loi dit que ça ne doit pas être supérieur, cette somme ne doit pas être supérieure au tiers de son salaire. Peut-être qu'on est appelé au tiers de son salaire à l'époux, à l'épouse. Très souvent c'est l'épouse non fautive, parce qu'elle est fautive, elle n'a droit à rien. Mais si on lui impose le divorce, au moins vous devez payer cher en lui payant une pension alimentaire normalement à vie. Normalement à vie, parce que tant qu'elle vit, elle doit avoir droit à cette pension alimentaire, parce qu'on veut, à défaut d'avoir votre cœur, qu'elle ait au moins des biens pour vivre. La loi ne peut rien faire d'autre pour que le moral reste, sauf à l'égard des enfants qui ont le droit de visite est une obligation. Ce droit de visite est aussi une obligation qui rend visite à ses enfants. Très bien. Alors, mon père, nous sommes en train de sortir de ce programme avant de vous proposer un cas social. Mais maintenant, c'est plus difficile maintenant après le divorce. La vie après le divorce, est-ce qu'on devrait rester là, dire, bon, ok, j'ai tout perdu, ou alors il faut penser à l'après tout ça? Non, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'après le divorce, la vie s'arrête. Parce que ce n'est qu'une étape parmi d'autres, notre existence. Les ennemis ne se marient pas, ce sont des amis qui se marient. Mais si on était amis, on découvre maintenant qu'on est devenus des ennemis, on se cogne sur la tête, eh bien la séparation, s'il peut arranger les choses pour qu'on sauvegarde la chose la plus essentielle, c'est la charité. L'amour qu'on n'a pas pu vivre, eh bien, il faut toujours le préserver. Vous avez écouté dans le témoignage de Cathy qui disait, lui envoyer des personnes pour un besoin quelconque et lui les accueillir bien, etc. Donc, ils sont restés des amis. Donc, il ne faudrait pas, et ça, j'aimerais transmettre ce message, le divorce, la séparation, enfin, je ne sais pas comment on peut appeler tout ça, n'est pas la fin du monde, n'est pas la fin de la vie. Il y a toujours une chance de se rattraper dans la vie, ou en refaisant sa vie soi-même, ou avec quelqu'un d'autre. Parce qu'à l'état civil, une fois que le divorce est prononcé, on peut se remarier encore. Eh bien, même à l'église ne prononce pas le terme divorce, mais la nullité du mariage. Et une fois que le mariage est déclaré nul, les mêmes conjoints peuvent revenir à l'église se remarier, parce que le mariage est un sacrement réitérable, on peut le reprendre. Mais aussi longtemps que l'église ne sait qui avait lié, n'a pas délié et ne s'est pas prononcé, même séparés, ils restent toujours époux et épouses. Ils n'ont pas le droit de se remarier sans que l'église se soit prononcée. Donc, ceux qui se séparent, il ne faut pas qu'ils se croient abandonnés, ni des dieux, ni des hommes. Ce n'est pas la fin du monde. Ils doivent garder leur dignité et leur courage
Parce que ce n'est pas la fin de la vie. Malheureusement, quand on se trouve après l'échec, vous voyez, quand il y a mariage, on fait beaucoup de faire part, d'invitations. Le monde entier est au courant, on vient ici chez vous, on vous appelle, on fait de grands reportages, on voit des voiles et des limousines, le monde entier est au courant. Mais vous n'avez jamais vu quelqu'un faire une invitation pour qu'on célèbre son mariage et son divorce. Et parce qu'on a honte, on n'ose pas s'afficher, c'est un constat d'échec. Eh bien, humainement parlant, on peut dire on avait construit quelque chose, mais maintenant, ça s'est écroulé. Mais ça s'est écroulé aussi longtemps qu'on vit, nul n'a droit de désespérer de qui que ce soit. Car Dieu nous donne toujours la chance, aussi longtemps qu'on vit, de bien faire. Cette nuit, nous irons tous dormir. Tout ce que nous aurons fait de bien aujourd'hui va rester pour aujourd'hui, mais le bien reste pour l'éternité. Mais ce qu'on aurait fait de mal, c'est du néant. Nous allons quand même nous rattraper, si Dieu nous prête vie demain, à bien faire. Donc il ne faut pas qu'on reste sur le constat d'échec, comme si on était condamné à cela aussi longtemps qu'on vit. Dieu nous donne encore la chance de bien faire. Très bien. Alors, Guy Parfait Songué, nous sortons déjà de ce programme. Alors, on comprend qu'après le divorce, il y a espoir. Après le divorce, il y a espoir. Il faudrait quand même que les uns et les autres comprennent que quand on se retrouve dans une situation de divorce, il faudrait éviter autant que possible des casses en ayant au niveau même de la conscience, je vais dire, un esprit de responsabilité. Quand je dis responsabilité, responsabilité va être l'obligation de rendre compte. Le deuxième pan que je voudrais relever est celui relatif à la foi en Dieu. Et quand on parle de foi en Dieu, ce n'est pas une affaire d'église de religion, c'est une question de pratique. Quand on a compris la foi en Dieu, on comprend ces dimensions que sont l'espérance au seul vrai Dieu, la croyance au seul vrai Dieu et la confiance au seul vrai Dieu, avec une phrase, je préfère la dire comme ça, le possible est infini en lui. Aussi longtemps qu'on soit vivant, on a droit au bonheur. Aussi longtemps qu'on soit vivant, on a droit à l'amour. Aussi longtemps qu'on soit vivant, on a droit au succès. Donc s'il arrive qu'on ait échoué, parce que Dieu existe, parce que Dieu est vivant, parce qu'il est amour, on a encore droit à une autre chance. Et ça existe, et c'est légitime. Alors maître, nous sortons. Qu'est-ce qu'on devrait comprendre dans ce cas? Il y a plusieurs cas, il y a le cas de Cathy, il y a bien d'autres cas aussi que vous connaissez, vous semblez connaître en tout cas. Qu'est-ce qu'on devrait comprendre après le divorce? Que tout est fini, il y a une possibilité, on peut se remarier avec la même personne ou alors il y a... Oui, effectivement, sur le plan droit, c'est prévu, mais il faudrait on recommence le mariage comme si on ne l'avait pas été. Le Code civil le dit expressément. Après, donc vous êtes divorcé, vous avez des délais de viduité, 3 mois. Vous pouvez vous remarier à quelqu'un d'autre après 3 mois parce que là, on voudrait que l'enfant qui naîtra à ce moment-là, qu'on sache de qui il est, mais au bout de 3 mois de délai de viduité pour vous remarier à votre ancien mari ou à quelqu'un. Je connais des cas où des gens se marient après le divorce. Je suis très content de voir effectivement que ça se passe comme ça et il n'y a pas de... Il est possible, j'espère que le cas dont on parle aujourd'hui finirait par un remariage. Mais dans tous les cas, au moins, ils auront servi d'exemple à d'autres couples qui devaient se marier de manière... Parce qu'une des forces que j'ai trouvées en elle, c'est qu'elle a assumé. Parce qu'on a dit tout à l'heure, les ancêtres conçoivent, elle n'a pas évoqué, elle a dit, voilà, on s'est marié jeune, voilà mes fautes, et elle s'assume, voilà les exemples. Et je pense que la loi qui encourage la famille, qui encourage d'entendre les gens, encourage des cas comme ça, et c'est un modèle. Merci bien. Alors, docteur Fosso, qu'est-ce qu'on devrait comprendre, qu'est-ce qu'on devrait retenir qu'après le divorce, il y a quand même quelque chose à espérer? Non, bon, j'ai souvent du mal à écouter les gens dire j'ai recommencé ma vie. On ne recommence pas, on la continue tout simplement. Parce que ce qui s'est passé avant nous n'est pas... On ne doit pas considérer cela forcément comme un échec au sens positif, au sens négatif, mais plutôt tirer des leçons comme elle l'a tiré, parce qu'il y a des choses qu'elle ne referait pas si ce mariage était à refaire. Donc, on gagne simplement à reconnaître ses erreurs et à aller de l'avant en se disant que rien n'est perdu, tout est à gagner ou à conquérir. Merci à vous, chers messieurs, chères dames. Je voudrais vous amener à suivre un cas social ce soir. Donc, c'est l'histoire de la petite Berthe, âgée aujourd'hui de 11 ans. Cela fait 4 ans qu'elle est donc inerte, elle ne bouge presque pas. Alors, ses membres ne bougent pas.
Elle a subi une vaccination et cela a été à l'origine de son mal aujourd'hui. Ça fait 4 ans pratiquement qu'elle est cloîtrée dans son lit. Ses parents la portent et ses parents font tout pour elle en tout cas. Donc je vous invite à regarder le reportage, le cas social. Et comme vous le savez, certainement avec la main sur le cœur, vous allez sans doute réagir parce que c'est un cas pathétique. Donc juste après, vous aurez à dire une ou deux choses avant de partir de ce plateau. Le jour se lève à Bomono, petite localité dans la région du littoral. Lorsque j'élève ma voix à travers l'univers, Le soleil annonce ici une probable belle journée. je chante pour les enfants qui n'ont pas de père. Pourtant, pour Berthe et sa maman, il a arrêté de briller depuis longtemps. Nous qui avons connu de la misère, prêchons l'amour et l'unité. Chantons pour que demain soit plus clair. Chantons pour les cœurs brisés. Lorsque j'élève ma voix à travers l'univers. La petite Berthe, 11 ans, a perdu l'usage de tous ses membres il y a 4 ans à la suite d'une séance de vaccination de routine alors qu'elle était à l'école. Pour les enfants qui n'ont pas de père, je chante pour les amours perdus. Il y a eu un vaccin à l'hôpital, à l'école. Quand elle a eu le vaccin là, c'est là où elle est tombée. Elle a fait 5 jours dans le coma. Après avoir fait les 5 jours là, quand elle voulait se réveiller maintenant, elle faisait un peu de mouvement. Elle ne parlait plus. On a constaté qu'elle ne parlait pas. Et un côté de sa main droite, elle est paralysée, le pied et la main. Jusqu'à l'heure actuelle, elle est toujours comme ça. Les quelques visites chez les médecins n'ont pas permis de déterminer à ce jour de quoi souffre exactement la petite fille. Je ne sais pas parce que quand nous étions à l'hôpital, on nous a dit que c'est la tension. Et on a cherché pour l'aider pour le problème de la tension là. Ça n'a pas pu donner. Berthe, qui est aussi orpheline de père, a perdu avec l'usage de ses membres ses privilèges d'enfant. Quand elle partait à l'école, elle avait des amis. Et chaque fois, comme elle est tombée là, elle me parle toujours qu'elle va aller à l'école. Tantôt, elle dit que je suis tombée à l'école. Et quand elle comprend comment ses amis jouent, elle pleure. Elle-même, elle pleure. Elle se met à pleurer. Moi-même aussi, je suis obligée de pleurer parce que ça me fait tellement mal. Parce que quand elle comprend ses amis en train de crier dehors, elle a aussi envie d'aller jouer. Elle n'a pas de moyens pour aller jouer. Elle est toujours couchée en place. C'est ce qui me fait encore plus mal. La paralysie de la petite fille est telle qu'il lui est quasi impossible de se nourrir, d'où cette maigreur extrême. Nous qui avons connu de la misère, prêchons l'amour et l'unité. Chantons pour que demain devienne plus clair. Chantons pour les cœurs brisés. Pour la jeune maman, le plus dur est de savoir sa fille dans cet état et de n'avoir aucun moyen pour soulager sa peine. Je ne travaille pas. Je vais laisser mon enfant qui aller travailler. Je ne travaille pas. Et vous vivez donc de quoi? Vous faites comment? C'est très dur pour moi. Parce que je n'arrive à rien faire. Je ne peux rien faire. Tant qu'elle est là, elle souffre comme ça là. Tant qu'elle souffre, moi aussi je souffre. Donc, pour la voir comme ça là, j'ai très mal.
Souvent, je pleure parce que je ne peux pas voir que j'ai bien accouché mon enfant. En fin de compte, je vois ce qu'elle est devenue aujourd'hui là. Ça me dépasse. Papa. Il faut dire que l'état de la petite Berthe n'a pas vraiment été pris en charge à ce jour. La précarité dans laquelle vit la famille n'a pas permis de faire tous les examens qui étaient prescrits pour savoir de quoi souffre Berthe. Et on nous a envoyé d'aller faire les examens. Puisqu'on n'a pas eu les moyens pour aller faire les examens. Parce que l'enfant même premièrement, son père est décédé, il m'a laissé comme ça, sans rien. Et la famille n'a rien. La famille de son papa m'a abandonné avec tous les enfants qu'il a laissés. Et là, je suis seule. Je n'ai personne pour m'aider. Cette jeune maman, totalement engagée à la seule cause de sa fille, n'a pratiquement plus de vie. À ce jour, Berthe et sa maman ne vivent que grâce à la générosité de quelques rares membres de la famille et des âmes de bonne volonté. Souvent, elle me dit qu'elle veut manger. Je n'ai pas ce que je dois lui donner. Ce sont les gens du quartier qui m'aident, qui me donnent la nourriture pour lui donner. Parce que je n'ai pas les moyens pour la nourrir, là où elle est là. Ce sont les gens qui m'aident. Pour les membres de la famille, voir la petite Berthe dans cet état procure une douleur insurmontable. Oui, je connais ton nom. Ton nom, c'est ma vision comme l'ouverte, non. Comme je vois mon bobo comme ça me fait très mal. Je n'arrive même pas à dormir. Chaque fois, je suis dans la prière avec elle, pour elle. Son état m'a beaucoup affecté. Je prends le problème de quelqu'un comme si c'était mon propre problème. Et je souhaite que l'enfant, même si elle n'arrive plus à marcher, qu'elle trouve qu'elle ait même une chaise roulante pour qu'elle puisse même sortir dehors, voir aussi de l'air, la lumière comme les autres. Parce que je vois des handicapés qui sont bien, qui sont bien portants. Pourquoi elle peut rester dans cette situation précise? Aujourd'hui, cette mère en appelle à la générosité de tous pour sortir sa fille du calvaire qu'elle vit depuis 4 ans. Je demande aux gens qui me regardent, qui me voient, si ce que Dieu Dieu va entrer dans leur cœur pour m'aider, je les supplie de m'aider. Ceux qui suivent les missions, les gars sociaux, qui peuvent m'aider pour la santé de mon enfant. Le temps s'est arrêté pour cette famille depuis 4 ans, car pour Berthe et sa mère, les jours passent et se ressemblent tous. Aucun espoir à l'horizon. Le souhait de cette maman serait de voir un jour sa fille revivre, épanouie, goûtant au simple plaisir de la vie, comme regarder un oiseau qui vole dans le ciel. Pourquoi m'avoir laissé toute seule? Où est donc mon père? Voilà dans le cas de Berthe. Berthe qui est donc orpheline de père. Elle est aujourd'hui âgée de 11 ans et ça fait 4 ans qu'elle est couchée telle que vous l'avez regardée en ce moment. Donc c'est une situation très difficile pour cette famille et notamment pour cette fille qui n'a peut-être pas demandé à naître aujourd'hui mais qui a des difficultés. Et comme racontent ses parents, c'est après une campagne de vaccination qu'elle a été victime de ce malaise qui est d'ailleurs très grave aujourd'hui. Mon père, je vous donne la parole à vous seul. Quand vous regardez ça, je suis très peiné de voir une très jolie petite fille, elle est jolie la petite, s'est trouvée dans cet état pendant de nombreuses années.
Ça fait très mal au cœur. Mais j'aurais bien voulu poser un peu une petite question. Est-ce que il est arrivé à cela après la vaccination, mais c'était contre quoi? Le vaccin, c'était contre quelle maladie? Ça, c'est un. De deux, quand, tel que je la vois, je suis psychologue clinicien, je me rends compte que son problème d'ordre neurologique. Donc, les neurologues auraient mieux fait de lui apporter quand même un peu de l'aide et beaucoup plus encore dans son état des kinésithérapeutes pour la rééducation un peu des membres, parce que là, elle est atteinte neurologiquement. Donc, le cri de cœur de sa mère, ça touche. Alors, si on a besoin pour elle d'un fauteuil roulant, ça, ma foi, ce n'est pas impossible. On peut trouver un fauteuil roulant, mais il faut qu'elle s'assoie dedans. Là, dans son état, c'est un peu difficile qu'elle puisse s'asseoir seule dans son fauteuil. Et maintenant, sa mère dit bien qu'elle vit dans la précarité, même pour la nourriture. Ça, c'est encore pénible, parce que déjà, les médicaments, visiblement, elle n'en a pas. Elle n'a jamais fait d'examen auprès des neurologues. Et deux, elle n'a pas à manger, c'est les voisins qui aident. Donc, je me dis, c'est un cas vraiment pénible qui demande notre secours à tous, quoi. Alors, à vous, ça, je voulais donner la parole, mais j'imagine qu'il y a des réactions ici, tout comme à la maison, et même ceux qui nous regardent en ce moment à travers le monde. C'est pour notamment apporter de l'aide à cette famille-là et beaucoup plus à cet enfant. Les numéros de téléphone sont affichés au bas de votre écran. Vous pouvez donc les noter et appeler pour réagir positivement, apporter de l'aide à cet enfant. Oui, Maître, vous voulez dire quelque chose en 30 secondes parce qu'on va donner la parole. Je suis en train de préparer un livre sur la responsabilité médicale qui inclut par exemple les vaccinations, les effets post-vaccinatoires qui ont échoué. Et là, il y a des possibilités de remettre en cause la responsabilité de l'État de manière que l'État puisse prendre en charge ses frais médicaux obligatoirement. Merci, nous attendons la sortie du livre. Je voudrais rappeler que ce sont des images filmées avec la caméra de Samuel Tchoufa, l'œil de regard social, et avec en écriture Albertine Bidiaga. Merci donc à vous. Vous avez les numéros de téléphone, vous pouvez réagir et appeler donc ces numéros de téléphone pour donner ce que vous avez avec la main sur le cœur. Nous allons donner la parole à Vicky Emale qui est également avec nous. Vicky, bonsoir. Bonsoir Flavien. Quelles sont les nouvelles? Oui, nous avons reçu quelques contributions pour le cas des blessures inguérissables, qui sont les suivantes. Keyo Bertine, Betty et Léa, 15 000. Emmanuel, 20 000 francs. Anonyme, 10 000. Les jumeaux, Ninthieu, 20 000 francs. Bengue, Bété, Jeanne, 10 000. Maman Cathy, de Bédi, 10 000 francs. Anonyme, 5 000. Nadine, 10 000 francs. Pomoni, Florence, 25 000. Donc, pour les cas de blessures inguérissables, nous avons collecté un montant de 2 40 525 francs. 2 40 525 francs. Et pour le cas de la petite Berthe qui vous a touché ce soir, bien aimés téléspectateurs, n'hésitez donc pas à nous faire parvenir vos contributions. Même les spécialistes, les neurologues, comme vous l'avez dit Flavien, vous pouvez également nous contacter pour une consultation, pourquoi pas. Merci pour tout ce que vous faites pour Regard Social. Merci pour toutes les contributions, pour vous qui regardez l'émission avec la main sur le cœur. Alors, à jeudi prochain, s'il plaît à Dieu. Merci. Vous l'avez dit, Vicky, merci également à tout cela. Merci à nos experts qui sont sur ce plateau, qui sont venus partager leurs connaissances avec nos téléspectateurs. Merci également. L'on va retenir que le divorce n'est pas la fin de la vie de ceux qui en sont victimes. Les experts précisent qu'il y a une autre voie, une autre vie donc après. Et donc, inutile de se morfondre. On va dire merci encore à toute l'équipe technique coiffée par Mathilde Lakemazou, la réalisatrice de ce programme, Regard Social. Également, merci infiniment à l'œil de Regard Social Samuel Tchoufa qui m'a aidé donc à préparer cette autre édition de Regard Social. Madame, Monsieur, une fois encore, merci et merci une fois de plus. Au revoir, à très bientôt.